la démocratie américaine, au même titre que la démocratie anglaise, est sortie des rails. Ça n'est plus une démocratie, c'est pas une dictature pour autant, mais c'est complètement sorti des rails. Qu'on est nous-mêmes dans la même situation, l'administration puisse accéder à l'identité de tout détenteur de compte sur un réseau social. Et d'une façon générale, on va commencer à faire du fichage politique. Et ce sera absolument inévitable. Tu donnes un ordre de mission au GIGN pour qu'il aille faire un raid en banlieue contre, je ne sais pas, des trafiquants de drogue, parce que ça sera facile à établir. Et tu peux redisposer exactement la même chaîne technique pour, typiquement, lutter contre les narcoterroristes. Il n'y a aucun problème, toute cette technologie est prête. Bienvenue de retour sur la Black Elephant Experience. Je suis Félix Marcard, votre hôte, très heureux d'accueillir aujourd'hui deux personnes très compétentes dans un domaine où je ne le suis vraiment pas. Il s'agit donc d'une part de mon vieux pote et camarade Fabrice Eppelbrun, entrepreneur du numérique, observateur des rapports entre techno, réseaux sociaux et pouvoir politique. Salut Fabrice. Salut. Et par ailleurs, de l'autre côté du ring, entre guillemets, blague de boomer, Christophe Boutry, ancien enquêteur judiciaire et spécialiste des enjeux de cyber, de vie privée et de régulation techno-juridique. Bienvenue Christophe. Bonjour Félix, bonjour Fabrice, merci pour l'invitation. Bon, écoutez, moi les gars, je suis très heureux de vous avoir. Donc comme je disais, je suis un peu une quichasse en matière de technologie. Par contre, au sens technique. Donc dès qu'on rentre dans la pratique de la technologie, je suis complètement incompétent. En revanche, je suis obsédé par la question de la technique au sens large. Je vais pas commencer à balancer des grands noms qui ont couvert ce domaine, mais je dois dire que c'est une question qui m'obsède. Je suis pas technophobe. J'utilise trop d'outils technologiques au quotidien, comme nous tous d'ailleurs de nos jours, pour être technophobe. En revanche, je suis technosceptique quand quand la technologie devient autre chose qu'un outil, et en particulier, je ne peux pas m'empêcher de parler de la définition d'un outil convivial, d'une technique conviviale qui est celle qu'on doit à Ivan Illich, c'est-à-dire quand la technologie sert à devenir partie de notre contexte, à faciliter les relations entre les êtres humains, à fonctionner mieux dans l'écosphère, dans notre écosystème, dans les écosystèmes respectifs. Ça, j'adore. En revanche, quand la technologie devient une fin en soi, ça commence à me mettre les boules, et j'ai l'impression qu'une des caractéristiques, en fait, de la civilisation occidentale, c'est de traiter la technologie de plus en plus comme une fin en soi. Et ça, je pense que c'est très problématique. Donc voilà ce que je dirais en préambule. Donc bien entendu, j'ai voulu vous réunir notamment parce qu'il y a cette actu très française qui est le passage il y a quelques jours, fin juillet, à l'Assemblée nationale, l'adoption d'une proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Donc la France Insoumise a voté très majoritairement contre le texte. Il est désormais devant le Conseil constitutionnel, saisi à 2 reprises par plus de 60 députés. Alors, avant d'avancer un peu, j'ai mentionné la France Insoumise, mais il y a eu une sorte de fait divers politique autour de l'adoption de ce texte, puisque le Rassemblement national a décidé d'aller en masse faire pipi à l'heure du vote, et donc ça a donné lieu à un tweet, je crois, à la base assez intéressant de la part de Fabrice, et j'aimerais revenir là-dessus parce que je pense que, je voudrais avoir votre analyse à tous les deux avec un peu de recul. Donc des gens, il y a des influenceurs de droite,
on va juste dire ça, qui se sont égosillés suite à cette décision du groupe Rassemblement national de pas voter contre. Et au moment T, Fabrice, tu as vu ça comme une énorme erreur stratégique de la part du RN. Est-ce que tu le vois encore comme ça aujourd'hui? Ah oui, totalement. D'autant plus que je suis allé à leur rencontre, j'ai discuté avec eux, j'ai échangé dans des podcasts à eux. Moi, j'ai repris la plume que j'avais abandonnée il y a déjà un bout de temps, qui était celle du journaliste qui commente l'actualité technologique. Et j'ai analysé l'immense connerie qu'avait fait le Rassemblement national, et qui, grosso modo, annonçait une espèce de soulèvement de la quasi-totalité des influenceurs de droite contre ce qu'avait fait le Front National, c'est-à-dire, grosso modo, pour faire simple, aller pisser effectivement au moment du vote, plutôt que d'assumer soit un vote pour, soit un vote contre. Il semblerait, d'après les bruits de couloir que j'ai récoltés, que l'objectif initial était de voter pour la loi, qu'au dernier moment, ils se sont aperçus qu'il y aurait vraisemblablement une réaction très violente de la part des influenceurs qui les soutiendraient, que plutôt que de voter contre, ce qui objectivement paraissait quand même compliqué vu que les instructions étaient de voter pour, ils ont décidé d'aller pour certains à la buvette, pour d'autres aux chiottes. Mais que ça n'a pas empêché l'ensemble des influenceurs de droite de se soulever et de dénoncer l'attitude du Rassemblement national. Ce qui a donné lieu d'une part, un article pour analyser le fail absolu de la stratégie du Rassemblement national, et d'autre part, une proposition de loi qui procède en fait d'une approche complètement différente de la façon dont on écrit la loi habituellement. Habituellement, on a un objectif politique, on rédige dans un langage qui est celui du droit une proposition de loi avec un exposé des motifs et des articles de loi, et on laisse le soin, une fois que la loi a été votée, de transformer cette loi en réalité technique à travers des décrets d'application. Et c'est généralement à ce moment-là qu'on a soit du grand n'importe quoi, soit des choses parfaitement liberticides. Moi, je ne sais pas rédiger une proposition de loi, je n'ai pas fait d'études de droit, mais par contre, je sais imaginer une solution technique qui répondrait à ce besoin d'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, qui dans l'absolu se discute, mais c'était vraiment pas l'objet, et ça me paraît invraisemblable de remettre ça en question. Donc j'ai imaginé ce que pourrait être une solution technologique qui serait respectueuse des libertés individuelles et qui remplirait cet objectif. Ensuite, je suis allé voir mes différentes IA. J'ai confronté cette solution technologique au cadre réglementaire, aussi bien français qu'européen, parce qu'il y a un environnement réglementaire qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai affiné cette proposition technique. Et puis ensuite, je suis allé voir une autre IA. Quand je dis différentes IA, c'est des IA qui sont préconfigurées pour faire des choses bien déterminées. C'est des agents. Non, c'est pas des agents. D'accord. Bon, merde, tu vois. Mais peu importe, on va pas rentrer dans les détails techniques. Et cette autre IA m'a décliné ma proposition technique sous la forme d'un texte de loi et d'un exposé des motifs. Ça fait que j'ai fait le parcours inverse, un peu comme si je partais des décrets d'application et que je remontais au texte de loi qui rendrait ce décret d'application possible. J'ai balancé ça dans la nature, ça a gravement buzzé parce que les influenceurs de droite sentent bien qu'effectivement, il y a une menace pour les libertés individuelles, sentent bien que la liberté d'expression est vraiment menacée. Ils sont la première cible, hein. Même si la gauche va être, l'extrême gauche sera la cible suivante. Pour l'instant, la cible prioritaire de l'effondrement des libertés d'expression, c'est plutôt la droite. Donc, ils se sont évidemment saisis de ça parce que arrivé dans leur écosystème quelqu'un qui avait une compréhension fine de la dimension technologique, qui avait une habitude d'écrire ce genre de texte pour expliquer de façon froide quel était le fail d'un point de vue stratégie politique du Rassemblement national. Je suis allé discuter avec pas mal d'entre eux dans différents podcasts. J'ai été invité à tout un tas d'endroits pour exposer un peu mon point de vue sur l'affaire. J'ai participé à cette espèce de soulèvement qui, je l'espère, fera en sorte que, au final, on se retrouvera avec un extrême centre qui est de toute façon bien décidé à mettre fin aux libertés individuelles, et puis des extrêmes à droite et à gauche qui vont faire résistance et peut-être reculer, ce qui me paraît de toute façon comme inévitable comme échéance, mais reculer de quelques années la fin de
Alors, la vie privée, très objectivement, elle est morte, hein. Mais la liberté d'expression, il y a encore un petit filet, il n'est pas interdit de penser qu'on puisse le conserver encore quelque temps. Merci Fabrice. J'avoue être un peu surpris par ta réponse. Christophe, je te laisse répondre avant de rebondir. Mais le vrai problème avec cette loi, c'est qu'elle a été présentée d'une certaine manière à la population qui a suscité une adhésion. Si on regarde les micro-trottoirs qui ont été faits, les sondages qui ont pu être faits auprès peut-être du cercle de votants du Rassemblement national, il y a une acceptation parce que on est sur la protection de l'enfance, un sujet que, comme pour Chat Control, hein, qui suscite nécessairement l'adhésion face à une possible restriction. On se dit, je suis prêt à cet effort sans en connaître tout à fait les contours, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas tout des modalités de mise en place. Hein, il y a toujours du flou. On a la loi, on a le texte, mais entre la réalité et l'application, il y a nécessairement un décalage. En fait, ce défaut d'information va susciter l'adhésion dans une partie de la population. Et nous, que ce soit Fabrice, Christophe et bien d'autres sur les réseaux sociaux, avec une certaine audience, on essaye d'expliquer les vrais enjeux techniques et les vrais enjeux de surveillance et de respect de la vie privée derrière. Mais le Rassemblement national, typiquement, sur ce sujet, a eu beaucoup de mal à se positionner parce que eux ne cherchent pas à convaincre les influenceurs. Ils cherchent à convaincre une base de leur électorat, mais qui majoritairement est déjà acquise. Donc, en fait, plutôt que d'aller chercher auprès des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui vont être impactés, qui sont les plus technophiles, ils se sont embarqués sur cette voie-là, et puis avec la solution de la fuite, hein, puisque au final, plutôt que soit un pour qui était franc et net, soit un contre qui était franc et net, ils ont choisi finalement d'aller à la buvette ou aux toilettes. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, sur cette loi, elle a été précipitée parce qu'il y avait une intention claire d'Emmanuel Macron de laisser son empreinte, de laisser une trace. Il se veut faire de lance d'un mouvement. Hein. Pardon, on n'a plus le son. T'es muted. Vous m'entendez? Voilà. Ouais. Bon, désolé, problème de... Aucun souci. Quand la technologie nous tient. Oui, ce que je disais, c'est qu'Emmanuel Macron veut laisser son empreinte. Voilà, il veut être fer de lance d'un mouvement et tous les jours, il félicite tous les gouvernements, tous les politiques qui vont vers la restriction des réseaux sociaux pour les mineurs. Mais en fait, dans tout ça, on oublie toujours d'expliquer les contours, les modalités pratiques, parce que le 1er septembre, quand, par exemple, Michel va vouloir créer le compte Instagram de son restaurant, il va devoir vérifier son âge. Et les modalités ne sont pas encore tout à fait fixées entre vérifier, estimer l'âge et le contrôle d'une pièce d'identité, parce que souvent les deux sont proposés. Donc là, voilà, c'est là où les premiers blocages vont apparaître, mais c'est trop tard, parce que c'est déjà fait. Et on s'est embarqué dans quelque chose qui sera peut-être très difficile à détricoter par la suite, et ça va dépendre du résultat des élections présidentielles, en tout cas du projet qui va être porté. Mais là-dessus, il va falloir une vraie discussion au niveau des candidats et des partis pour savoir ce qu'ils comptent faire de ce fameux héritage macroniste. Merci Christophe. En fait, moi, je dois vous dire que après avoir mûrement, réfléchi à ton analyse du truc, Fabrice, moi, je suis venu à une autre conclusion. D'ailleurs, notamment en regardant une chaîne YouTube que je dois mentionner et féliciter parce que je trouve que en fait les mecs sont juste hyper costauds dans leurs analyses. C'est pas du team. Alors c'est idéologiquement très marqué, je ne m'en cache pas. Il n'empêche que je trouve que leur analyse est très convaincante et leur analyse, elle consiste à dire en réalité cette idée que tu viens de partager, Fabrice, selon laquelle la première cible, c'est les influenceurs de droite, même si à terme, derrière, il y a tous les influenceurs, donc forcément ceux également qui soutiennent la France insoumise. Donc ça, c'est... Moi, à mon sens, aujourd'hui, la raison pour laquelle le Front National n'a pas voté contre, c'est parce que le Front National aujourd'hui a un accès illimité à l'ensemble des médias mainstream en France, alors que la France insoumise ne l'a pas.
et que donc cette histoire de contrôle, ce contrôle des réseaux sociaux est beaucoup plus handicapant pour la France insoumise, qui est obligée de miser exclusivement, quasiment exclusivement sur ces médias-là pour communiquer dans cette campagne présidentielle, et que en même temps, ils se sont aperçus, en effet, les députés, que les influenceurs de droite, qui ont un côté très bougeant, on dit quoi, boulangériste, enfin voilà, qui sont quand même des boutiquiers qui veulent pas qu'on les fasse chier, français de souche et compagnie. C'est des types, ils veulent leur petite épicerie, ils tiennent leur petite boutique, et ça, cette histoire, ça leur casse les bonbons. Et donc, les députés se rendent compte que s'ils votent contre, là je suis perdu dans les... en gros, qu'ils ne veulent pas s'aliéner ces influenceurs, donc ils vont à la buvette pour faire ni pour ni contre. C'est ça. Et pour le coup... Alors, à la nuance près que, Ouais. effectivement, depuis 1 an ou 2, et plus particulièrement depuis la commission d'enquête d'Aloncle, et le Rassemblement national à porte ouverte dans les médias mainstream. Maintenant, il faut vraiment prendre les médias mainstream pour des abrutis, pour s'imaginer qu'à 3-4 mois avant les échéances électorales, tout ça ne va pas se retourner et qu'on va avoir le scénario qu'on avait déjà il y a quelques années, qui est aujourd'hui celui de LFI, où ils vont se faire cracher à la gueule systématiquement chaque fois qu'ils vont mettre un pied sur un plateau télé. Pour moi, ça n'est qu'une accalmie, et les médias sont pas idiots. Ils savent très bien que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, ils en paieraient un prix considérable, ne serait-ce qu'à travers des réductions de subventions, des changements d'orientation de subventions. Mais c'est marrant, en fait, pardon, je t'interromps, mais je comprends. En fait, aujourd'hui, le Rassemblement national est dans tous les médias toute la journée. C'est eux qui, en gros, dictent la conversation sur CNews, c'est eux qui dictent la conversation. CNews, bien sûr. Oui, mais même sur toutes les chaînes d'infos, c'est eux qui dictent la conversation. Ils arrivent même à faire des passages, enfin, c'est pas des passages directs, mais les termes de la discussion sont posés par eux, même sur des médias très gauche, plan-plan, façon France Inter. C'est souvent, en fait, la manière de poser les termes de la conversation du RN qui donne le là. Donc, en fait, il faut aussi comprendre ces médias. France Inter, ils ont eu pendant pas mal de temps un discours qui est non, nous on respecte le pluralisme. Bon, ça a été mis à mal par la commission d'enquête. Du coup, ils ont fait marche arrière toute. France Télévisions a commencé à embaucher des chroniqueurs qui n'étaient pas de gauche. Ils essayent de compenser un peu en se disant « oulala, ça commence à se voir, il faut quand même qu'on arrête ». Et puis surtout, dans la mesure où le bloc d'extrême gauche est très clairement exclu, comme l'a été le Front National pendant très longtemps, et donc ne sont plus en mesure d'imposer leur agenda médiatique aux médias mainstream, et que le bloc d'extrême centre n'a pas d'agenda médiatique et n'a strictement rien à dire et n'a même pas un bilan à défendre, et quand on écoute les politiques d'extrême centre, là j'ai vu la déclaration de candidature de Gabriel Attal, c'est ridicule, on a l'impression que tout d'un coup il s'improvise opposant politique, ça n'a pas de sens. Ce qui fait que du coup, les seuls à être capables d'articuler un message qui soit en mesure d'être relayé, c'est l'extrême droite. Et vraiment, j'insiste, à mon sens, ça n'est qu'un moment dans la campagne qui se retournera contre l'extrême droite, dans l'hypothèse où effectivement on a une confrontation entre extrême centre et extrême droite, et qui se retournera de façon très violente dans les derniers mois de la campagne. Après, si on a une confrontation extrême gauche contre extrême droite dans la présidentielle, là, ça va être un sacré bordel. Ça va être un immense bordel. Mais pour l'instant, les échos que j'ai me font dire que dans leur tête, ils avancent vers une confrontation entre un candidat de l'extrême centre et un candidat de l'extrême droite. La présence du candidat d'extrême droite au second tour, elle est acquise. Les mois qui nous séparent de la présidentielle vont déterminer qui sera en face du candidat d'extrême droite. Christophe ? Mais la problématique, c'est que la campagne ne va pas se jouer sur les médias mainstream. Quelque chose que, par exemple, a très bien compris la France Insoumise quand on voit les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont tout à fait déplacé le terrain sur les médias alternatifs, sur les chaînes YouTube, sur les influenceurs de gauche, et ils cherchent à créer un écosystème favorable pour la campagne.
Et là où les influenceurs de droite se sont rebellés contre le Rassemblement national, spécifiquement sur une loi qui contrevient tout à fait au principe de respect de la vie privée, c'est parce que la liberté d'expression est un enjeu fondamental pour eux pour pouvoir s'exprimer sur X ou ailleurs. Et quand bien même ils auraient l'appui d'Elon Musk ou de bien d'autres personnes, en réalité, ils sont tous fragilisés sur leur prise de position avec des comptes qui sautent, des comptes qui sont shadowban, des comptes qui sont bannis, alors que de l'autre côté, il y a une vraie structuration au niveau de la gauche qui s'est saisie de tout ça, sans pour autant se plaindre. On voit pas spécifiquement de compte de gauche dire au secours, on nous bride notre liberté d'expression, on est banni, on peut pas parler. D'accord. Oui, il y a une différence fondamentale à comprendre entre l'écosystème média alternatif de gauche et de droite. C'est que celui de gauche, il a été construit sciemment, intelligemment, de façon réfléchie par un organe politique, et le dispositif militant, pareil, il a été construit. Alors qu'à droite, mais en fait, c'est précisément en fait mon point, c'est qu'en fait, je comprends pas comment on peut voir la décision du Front National comme une erreur, alors qu'en réalité, c'est cette désorganisation totale de l'écosystème de droite qui a fait que le RN sait qu'en fait, ils ne peuvent pas voter contre. Ce qui devrait être c'est leur positionnement, ça serait normalement de voter contre cette loi. Oui, mais c'est mon analyse. Ils sont idiots, ils n'ont aucun sens stratégique. Quand on est le parti de l'autorité, quand on est le parti de l'État, quand on incarne la sécurité, on ne peut que voter pour cette loi, puisque attention, elle n'englobait pas que l'article 1 et la vérification de l'âge pour les mineurs sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi tout un panel d'articles relatifs à des mesures judiciaires qui concernent la protection de l'enfance. Donc en fait, quand on prend le texte dans son ensemble, c'était assez logique que le Rassemblement national puisse voter pour. En revanche, j'ai écouté à la tribune Laure Lavalette qui expliquait qu'elle était en désaccord avec l'article 1 et avait demandé à Laure Millet, donc la rapporteuse du projet, de suspendre cet article pour voter le reste. Bon, demande qui était très vaine dans la mesure où on savait pertinemment que l'agenda politique faisait qu'il fallait le voter ce jour-là. Mais cette explication à la tribune n'a pas suffi à convaincre de la nécessité pour eux de s'abstenir. Et il n'y a pas eu de position très claire. Et finalement, tout s'est décanté. Mais après, sur les réseaux sociaux, j'ai lu les billets de Fabrice à ce sujet, qui étaient très intéressants et qui expliquaient parfaitement la mécanique. C'est que le Rassemblement national n'a pas compris qu'il fallait s'allier à tous ces comptes, ces influenceurs d'extrême droite qui passent les messages et en plus sont technophiles, donc arrivent à faire comprendre à la population des concepts qu'il est nécessaire de vulgariser. Voilà. Donc à gauche, quand on voit par exemple Antoine Léaumont, qui de manière assez claire se positionne sur des sujets qui concernent toute la France insoumise, notamment sur la loi de Laure Millet, voilà, on a compris que ces deux extrêmes ne sont pas sur la même stratégie ou n'en ont pas forcément concernant le Rassemblement national. Oui, il y a pas de stratégie en fait, peut-être que je suis un peu lent, mais en fait, je vais revenir encore une fois. Je vous entends et je crois que je dois pas bien m'exprimer, mais pour moi, encore une fois, je ne vois pas ça comme une erreur du Front National, du Rassemblement national, parce que c'est sciemment que le Rassemblement national a compris que ceux qui seraient pénalisés par cette loi, c'est LFI, pas le RN. Et vraiment pas. Attendez. Et c'est pour ça. Donc moi, je ne crois pas qu'ils aient. Je pense qu'ils savent très bien que ceux qui vont être pénalisés par des mesures de contrôle des réseaux sociaux, ça n'est pas eux, c'est LFI. Et d'ailleurs, quand il y a eu les réactions des fameux influenceurs de droite, en réalité, elles étaient assez grotesques. Moi, j'ai trouvé les réactions de Tabibian et compagnie, là, on est votre pire cauchemar, etc. Je disais, mais est-ce que tu comprends, genre, la profondeur de la pénétration du Rassemblement national en tant que phénomène politique en France aujourd'hui, et que c'est cette pénétration et cette profondeur qui te permettent, toi, influenceur, soi-disant d'extrême droite ou whatever, d'exister. C'est pas l'inverse. Et c'est ça que montre Pas du Team avec énormément de talent. C'est qu'en réalité,
ces influenceurs soi-disant d'extrême droite, ils contrôlent rien dans le vote RN. Rien. Ces influenceurs d'extrême droite, Ouais. qui d'ailleurs, il y a tout et n'importe quoi là-dedans, hein, mais on est d'accord. Il y a beaucoup de confusionnisme, d'ailleurs également très très bien couvert par Padutim. S'il y a un truc qui est réparti de façon très, très égalitaire dans le champ politique, c'est bien le confusionnisme. Mais ce qu'ils ont parfaitement compris, c'est qu'ils tenaient dans les mains quelque chose qui représentait pas grand-chose, hein, mais 1 ou 2% dans une élection. Et que dans l'hypothèse d'une confrontation où l'issue serait de 51-49, potentiellement, il les tenait par les couilles. Et c'est ça le message de Tabillon. Il ne maîtrise pas le vote du Front National, mais il maîtrise. Il a quand même dit, on maîtrise tous ensemble 4 millions de vos électeurs. C'est grotesque. Non, ils ont un reach, quand on calcule d'un point de vue marketing, Internet, ils ont ce qu'on appelle un reach de l'ordre de 6 millions de personnes. Ils ne vont pas convaincre les 6 millions de personnes qui les écoutent de voter rouge, bleu ou vert. Par contre, dans ce reach de 6 millions de personnes, ils ont effectivement une capacité à mobiliser ou à ne pas mobiliser ou à de mobiliser contre un groupe qui est un sous-ensemble de ces 6 millions, mais qui est suffisant pour faire basculer une élection si jamais elle se jouait vraiment à très peu de voix. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. J'ai pas, pour avoir discuté avec eux, ils n'ont pas en tête de pouvoir commander le vote de 6 millions de personnes. Mais une élection, très souvent, ça se joue à 1 point. Et ce 1 point, effectivement, ils ont une puissance de feu considérable sur ce 1 point. Et ça, c'est quelque chose que le Front National, le Rassemblement National, n'a absolument pas saisi. Qui plus est, il y a une différence fondamentale entre ce bloc de médias alternatifs à gauche et à droite, c'est que celui de gauche est beaucoup plus intelligemment construit et surtout il a été consciemment construit et construit à partir d'un appareil politique. Léaumont, dont on parlait tout à l'heure, il a commencé à réfléchir et à construire des choses sur les réseaux sociaux quand c'était le front de gauche, bien avant LFI. Ils ont essayé des trucs, ils se sont plantés, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont recommencé, ils se sont plantés, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont recommencé. Et ça fait 10 ans qu'ils sont dans cette démarche. Donc l'appareil aujourd'hui est très finement construit. Et mais c'est pour ça précisément. Oui, mais en fait, c'est précis. Oui, mais justement, en fait, c'est précisément pour ça, en ce qui me concerne, que le RN n'a pas voté contre. C'est parce qu'ils savent très bien que sur les réseaux, etc., ils sont beaucoup, beaucoup plus faibles que LFI et que donc ce contrôle que propose d'exercer l'État les arrange bien. Ils sont pas beaucoup plus faibles. Ils sont pas beaucoup plus faibles. Ils sont beaucoup moins organisés en termes de structure. Oui. On a d'un côté un système côté LFI qui est très organisé de façon hiérarchique et au service d'un parti. De l'autre côté, c'est une machine beaucoup mieux huilée, qui n'est pas du tout une machine, qui est totalement multipolaire, qui se retrouve derrière le vote RN parce qu'il n'y a rien de mieux, qui pourrait évoluer vers un vote typiquement Reconquête, mais qui n'est pas au service d'un parti et qui, vis-à-vis du parti, n'a même pas de relation particulièrement bien construite. Alors que c'est ça. C'est pour ça que quand tu dis que le confusionnisme est très bien réparti, etc., je trouve que c'est quand même une spécialité à droite. Pardon, Christophe. Oui, non, mais il faut aussi retenir une chose, c'est que le socle, les idées fondatrices de tout ce qui concerne, et pour vulgariser, la lutte contre la surveillance de masse, le respect de la vie privée, les libertés numériques, ce ne sont pas des idées qui sont défendues depuis toujours par le Rassemblement national ou un socle d'extrême droite. Eux se battent sur le terrain de la liberté d'expression, le fait de pouvoir dire ce qu'on veut quand on veut, façon US, hein, donc vraiment ce free speech, alors que la gauche, par exemple, une partie de la gauche et de l'extrême gauche s'est construit justement sur des luttes. Quand on regarde des médias, par exemple Street Press, qui régulièrement publient des papiers sur des technologies de surveillance, sur la découverte de logiciels espions, enfin vraiment qui sont sur des enquêtes qu'on ne voit pas dans d'autres médias qui seraient étiquetés à droite. C'est-à-dire que à droite, on part du principe que la sécurité prime avant certaines libertés. On va être capable de sacrifier, de renier à partir du moment où on n'a pas nécessairement conscience que ça va m'impacter peut-être dans un futur proche. Quand j'en vois certains qui vont nous dire, par exemple, il nous faut un Javier Milei parce que tout ce qu'il met en place dans son pays, les mesures les plus liberticides et de contrôle sont efficaces pour la lutte contre la criminalité et la délinquance. Alors tout ça, c'est supposé, je le dis très clairement, je trouve ça totalement absurde, puisque
taper très fort avec des techniques dignes d'un régime dictatorial ne fait pas reculer les problèmes de fond. En tout cas, quand j'entends ça, je me dis finalement, il y a une forme de contradiction profonde entre ce qu'on souhaiterait mettre en place sans avoir conscience que quand c'est mis en place, c'est pour tout le monde. Ça concerne l'ensemble des citoyens et pas seulement ceux qu'on voudrait viser en fait. Quand on écoute les journalistes, quand on surveille les opposants, ça impacte d'une certaine manière tout le monde, cette technologie. Donc voilà, je pense que le socle fondateur des idées de lutte et de systèmes alternatifs, les réseaux sociaux alternatifs, les technologies alternatives pour communiquer, comment se protéger sur Internet, comment avoir une bonne hygiène numérique, ce ne sont pas forcément des idées qui de base sont véhiculées par la droite. Et certains influenceurs qui sont plus axés là-dessus ont compris qu'il y avait un discours à tenir pour éduquer aussi peut-être les personnes à qui ils s'adressent. Mais voilà, je pense que ça échappe pour le moment, tout ça au Rassemblement national, alors qu'à gauche, ce sont des choses qui sont peut-être beaucoup plus comprises. Alors, je vais ajouter un truc, c'est que ce socle qui consistait à défendre grosso modo la déclinaison dans le numérique des droits de l'homme a éclaté depuis belle lurette, hein, et on a aujourd'hui d'un côté une extrême droite qui s'accroche parce que ça la menace sur la liberté d'expression, une extrême gauche qui s'accroche depuis toujours et qui est parfaitement cohérente là-dessus sur le respect de la vie privée, mais par contre sur la liberté d'expression, pas du tout. Donc on a eu une espèce d'éclatement des droits de l'homme où chacun a été faire du cherry picking sur le morceau qui l'importait le plus et le morceau qui le menaçait le plus, ce qui fait que la défense est en train d'être défendue par les deux extrêmes, avec au centre des gens qui très clairement sont en train de saccager, et là aussi ils sont très cohérents, ça fait longtemps qu'ils le font, l'ensemble des droits de l'homme. Deux choses, je me permets vite fait. Oui, vas-y. Tu verras pas des gars d'extrême droite aller casser la caméra de surveillance pour protester contre le développement de la surveillance algorithmique en France, par exemple. Voilà, je veux dire, alors qu'il y a des groupes beaucoup plus extrêmes avec des idées très très affirmées pour lutter contre tous ces moyens, comme on peut le voir dans d'autres pays, qui vont voilà au front et pas seulement sur le plan juridique. Donc moi, je veux bien croire aujourd'hui que l'extrême droite va commencer à se soucier des respects de la vie privée, mais en tout cas, là, c'était une occasion manquée. Voilà, non, mais je veux dire... la liberté d'expression, oui. La vie privée, je pense qu'ils... Non, et ça répond à ta question, Félix. À la poubelle pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas dans leur programme, ce n'est pas leur idée. Ils pourront toujours sacrifier une part de liberté fondamentale pour plus de sécurité, parce que c'est ce qui produira le plus de résultats immédiats et visibles. Oui, de la même façon qu'à gauche, on est tout à fait prêt à sacrifier la liberté d'expression. C'est ce qui est fascinant, parce qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas. Hein. C'était vraiment pas du tout le cas. En fait, je le dis souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit Fabrice ou moi, on essaie, je pense, de parler à tout le monde, d'être assez transpartisan pour être capable d'aller chercher n'importe qui, peu importe ses opinions politiques, pour essayer de l'éduquer sur certains principes fondamentaux de la protection de la vie privée. Parce que c'est pas réservé. Voilà, c'est pas une catégorie de population. Bon, voilà, chacun a plus ou moins de mal avec son audience et les contradictions qu'on peut recevoir, mais globalement, on essaie de s'adresser à tout le monde. Et malheureusement, dans une époque où si on est étiqueté, on n'est plus audible par une partie de la population, alors qu'on a des choses intéressantes à dire et à transmettre. C'est pas toujours évident, mais moi je vois les retours sur ma chaîne YouTube, par exemple, avec des vidéos qui sont vraiment axées sur la surveillance, la protection des données, des choses qui sont très vulgarisées pour le grand public. Je vois qu'en fait tout le monde est très éloigné de ça. Et moi j'ai un souhait, c'est que cette campagne présidentielle 2027 permette de mettre ces sujets sur la table au même titre que les autres. Parce qu'on ne peut plus se permettre de prendre du retard sur tous les sujets que tu veux qu'on évoque, Félix. Que ça soit l'IA, que ça soit la surveillance, que ça soit la protection des données, que ça soit la réglementation européenne. Là, nous avons une loi qu'a parfaitement décrit Fabrice, qui aujourd'hui n'est qu'une petite brique d'un tout un écosystème qui se construit de manière éparse et qu'on est en train de combattre de manière unitaire, alors que c'est l'ensemble qu'il faudrait dégager, pardon, pour être très clair. Voilà. On va y revenir. Moi, je suis convaincu qu'une civilisation qu'il n'y a pas en fait une technique, l'idée popularisée notamment par le manifeste Palantir, ce texte assez insipide que nous devons à Alex Karp, cette idée selon laquelle la technique est neutre
et je veux dire, tellement grotesque. Et en réalité, moi, je soupçonne que l'incapacité aujourd'hui de l'Europe à se positionner sur ces questions est liée en fait à une sclérose de la civilisation européenne plus largement. Alors, tu viens toi aussi d'évoquer justement la dimension européenne. Christophe, donc au même moment qu'il y a eu ce vote, en ce moment, il y a donc la Commission européenne a demandé aux États membres de déployer d'ici la fin 2026 une solution harmonisée de vérification de l'âge compatible avec le futur portefeuille européen d'identité numérique. Bref, donc on est aussi à l'échelle européenne en train de commencer à actionner ces questions sans aucune consultation, bien sûr, des citoyens. Est-ce que ce dispositif européen qui promet de séparer l'identité de l'utilisateur, le fournisseur de la preuve et la plateforme consultée, est-ce qu'il est crédible? Cette promesse technique garantit-elle l'absence de corrélation et de surveillance donc future? À ton avis, Christophe? Oula, alors je vais être très critique. En fait, c'est ce qu'on appelle le ZKP, c'est le Zero Knowledge Proof. C'est l'incapacité pour deux parties de connaître le secret qui transite par le milieu. Donc je mets ma pièce pour expliquer à ton public. Vas-y, go. Je dois vérifier mon âge. Il y a plusieurs possibilités pour le faire, mais vous inquiétez pas, l'État va préférer, en tout cas sur la solution française, qui va être très certainement France Identité, et l'EID Wallet pour l'Union européenne. Donc c'est un peu comme si l'Union européenne proposait à l'ensemble de ses adhérents une solution qu'ils ont développée eux-mêmes au cas où ils n'auraient pas le temps de faire la leur. En France, on a su prendre les devants parce qu'on avait très envie de mettre en place cette solution. Et en fait, l'idée, c'est je vérifie mon âge. La façon la plus simple de la vérifier de manière formelle, c'est une pièce d'identité. Voilà. Donc au moins, on est sûr. La question, c'est est-ce que si j'envoie cette pièce d'identité à un vérificateur, est-ce que le réseau social, par exemple, quand je vais créer mon compte ou faire la vérification d'identité, est-ce qu'il va savoir qui je suis? Est-ce que derrière le pseudo Boubou972, est-ce que c'est Christophe Boutry, par exemple? Voilà. Donc, le concept de Zero Knowledge Proof, le fait de ne pas connaître l'identité, c'est de s'assurer que l'information qui transite ne laisse passer aucune trace de cette information. Donc, techniquement, on pourrait tous être d'accord sur l'idée que c'est une bonne solution si on est certain, si on est sûr à 100% que mon identité ne sera pas corrélée ni connue de l'autre partie. Et ben malheureusement, cette garantie, on l'a absolument pas. On ne sait pas. Pour la simple et bonne raison que un ingénieur qui est très en vogue sur X démonte à chaque fois les nouvelles versions de l'ID Wallet qui est proposée. Il fait du reverse engineering, c'est-à-dire qu'il va étudier la mécanique et il trouve toujours une faille, toujours une merde astronomique qui fait que l'application est complètement foireuse et surtout elle est totalement contournable avec de simples outils que l'IA aujourd'hui permet de faire en même pas 30 minutes. Donc déjà on a une application qui n'est pas bonne sur son socle technique et surtout on n'a, nous, pas la garantie sur ce qui sera mis en production qu'effectivement aucune information va filtrer. Mais vraiment, un point très important, même si cette application, que ce soit France Identité ou que ce soit le ID Wallet, pour vérifier son âge, ne permet pas à l'autre partie de savoir qui on est, moi, je m'en fiche de savoir que Facebook ou X sache qui je suis parce qu'ils le savent déjà. Avec ma navigation, toutes les empreintes que je laisse toute la journée, ils savent déjà qui je suis, ils n'ont pas besoin de ma pièce d'identité. En revanche, celui qui est au centre et qui n'a pas de visibilité, c'est l'État. Et l'État aimerait bien savoir, Emmanuel Macron aimerait bien savoir qui se cache derrière chaque compte. Il est contre le pseudonymat, contre l'anonymat, mais contre le pseudonymat. Et donc, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vraiment simplifier d'un point de vue technologique. Si je me connecte avec une adresse IP et que mon tunnel de sortie passe par l'application de vérification et repart vers, mettons, Facebook pour vérifier mon âge, on a au centre, du coup, un intermédiaire qui a connaissance de mon adresse IP et de l'heure à laquelle je me suis connecté. Il suffit simplement de regarder le réseau pour voir à quel moment j'étais connecté à l'autre plateforme.
vraiment au centième de milliseconde pour comprendre que mon adresse IP reliée à ce pseudonyme, c'est celle-là. Ce sont des techniques d'enquête classiques quand on veut, par exemple, démasquer quelqu'un derrière un VPN. Et c'est très simple à faire. Donc, quand on collecte toute la journée des vérifications d'âge, horodatées, estampillées, on est en mesure de reconstituer tous ces parcours. Donc, en fait, en réalité, il n'existe pas de solution 100% propre. Voilà, pour la partie technique. Voilà, autre chose à ajouter, très concrètement, même si on avait une solution qui était, on va dire, à 99% propre, ce qui est tout à fait possible avec le Digital Wallet s'il est bien développé et avec du ZKP. On n'y va pas. Non, c'est mal parti. Mais imaginons qu'on y aille. On a quand même des indices très clairs à travers des amendements qui ont été proposés puis retirés, ce qu'on appelle des ballons d'essai en politique, que l'objectif final, c'est qu'effectivement l'administration, pas la justice, hein, l'administration puisse accéder à l'identité de tout détenteur de compte sur un réseau social. Ça, c'est un énorme problème, parce que très concrètement, on peut voir cette certification de majorité comme une étape intermédiaire, un nudge, qui, par la suite, au gré d'une nouvelle loi qui arrivera dans les mois qui suivent, ne serait-ce que constatant l'échec flagrant de l'interdiction aux mineurs, parce qu'ils arriveront à détourner, imposera la certification de tout compte sur un réseau social par une identité civile auquel l'administration aura accès. Et là, on entre dans un tout nouvel univers. Vraiment quelque chose de radicalement différent. D'une part parce que les individus, se sachant identifiés par l'administration, vont se restreindre d'eux-mêmes, ne serait-ce que si je suis fonctionnaire, hein, je suis astreint à devoir de réserve et donc je fermerai ma gueule parce que j'aurai potentiellement des réprimandes de la part de mon administration. Et d'une façon générale, on va commencer à faire du fichage politique. Et ce sera absolument inévitable parce que même si c'est illégal, on connaît les pratiques des services de renseignement, et j'accuse pas particulièrement les services de renseignement français, hein, c'est les services de renseignement en général, ne sont par définition au-dessus des lois, et quand bien même elles se feraient attraper un jour ou l'autre, il n'y a pas de conséquences, donc vraiment ça les incite pas à éviter de faire des choses parfaitement illégales. Et c'est vraiment le chemin qui nous attend dans les mois qui viennent si on prend cette direction. Vraiment, il y a vraiment des signes qui sont annonciateurs de ce qui va se produire. Il y a quelque temps encore, parler de tout ça, de dire attention, l'État pourrait savoir qui vous êtes derrière les comptes de réseaux sociaux, c'était véhiculer une parole un peu complotiste. Finalement, c'était en faire trop, c'était exagérer ce que l'État peut faire ou voudrait faire. Mais je vais te donner un exemple, un excellent article qui a été publié hier sur une technologie déployée en Grande-Bretagne. Et attention, tu vas avoir le lien avec la France. Dans les magasins, donc je crois que c'est SB, j'ai plus les noms, mais des magasins, de grandes chaînes de magasins à Londres, ils ont oui, c'est ça, voilà. Ils ont mis en place donc leur système de vidéosurveillance algorithmique, donc tout couplé à l'IA, qui est capable en quelques millisecondes de scanner chaque visage de chaque personne qui rentre dans le magasin. Voilà. Ils ont couplé ça à un fichier privé, totalement privé, en lien avec la police de Londres, qui recense les personnes qui sont catégorisées à risque, c'est-à-dire qui ont été susceptibles d'avoir volé ou qui seraient susceptibles de voler ou de commettre un délit ou des dégradations. En tout cas, quelqu'un qui, sans preuve d'autorité judiciaire, sans quoi que ce soit de formel ou d'opposable ou de contradictoire, se retrouve fiché et classé. Et en fait, quand il est scanné à l'entrée, il est tout de suite détecté et refoulé par le vigile. Et donc, ça s'est déployé dans plusieurs magasins comme ça, avec l'assentiment et l'appui de la police londonienne. Et ces signalements de personnes qui sont à risque se fait aussi par d'autres utilisateurs des magasins. C'est-à-dire, lui, je le connais, c'est quelqu'un de pas bien, il est louche, donc on écarte en priorité les personnes marginales, les personnes défavorisées, ou en tout cas qui n'ont pas le standard, voilà, les principes de discrimination basique sur l'apparence. Et il y a déjà plus de 300 000 personnes qui ont été détectées, fichées, et qui, je cherche le chiffre, mais je sais qu'il y a un très fort taux de personnes qui ont été détectées et rejetées. Et bien sûr, tant qu'à faire, vous connaissez Palantir a proposé son aide à la police londonienne pour centraliser leurs fichiers et permettre un meilleur usage de ce contrôle privé qui est en dehors de tout cadre législatif. Je rappelle que la loi Riposte
qui a été présenté pour lutter contre le phénomène de protoxyde d'azote ou les rodéos urbains, cachait également à l'intérieur tout un arsenal législatif de surveillance, à savoir, par exemple, les véhicules LAPI, le contrôle d'immatriculation à travers tout le territoire. Mais Paul Midi, lui, a réussi, donc député Renaissance, je crois, a réussi à faire passer son amendement qui consistait à légaliser une pratique déjà courante dans les magasins en France, permettant d'utiliser la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les comportements de vol. Petite parenthèse, c'est Paul Midi qui a déposé cet amendement test qui consistait à associer une identité civile à chaque compte de réseau social par l'administration. Hasard, coïncidence, on ne sait pas. Lui, il est vraiment dans la bonne veine, hein. Il est de ce qu'il faut combattre, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, tout ça, c'est de la police prédictive, c'est-à-dire que te refouler à l'entrée ou te surveiller dans un magasin avant même qu'il se passe quoi que ce soit, là, on est dans le précog, hein. On est dans Minority Report, version un peu cheap, mais on est dans Minority Report dans la mesure où, sur la base d'allégations ou totalement infondées, on va te contrôler. Bon. Ou même de comportements problématiques passés. Bien sûr. Il y a 50, Exactement. T'as payé moins cher que ce que tu devrais à la caisse. Tu te retrouves là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tout ça, c'est purement arbitraire. Et tu n'as pas de droit d'accès ou d'opposabilité. En France, on a un peu plus de marge là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un député réussit à faire passer quelque chose qui est une pratique totalement illégale, mais qui était tout à fait admise dans les magasins, de développer l'intelligence artificielle, enfin, qu'est-ce qui empêche dans quelques mois, quelques années, finalement, qu'on se dise oui, bah, ça serait bien de ficher ça au fichier de police, par exemple, au fichier des personnes recherchées. L'intérêt pourrait être légitime de retrouver des fugitifs, mais pour autant, est-ce qu'on doit scanner chaque personne à l'entrée d'un magasin de manière arbitraire? Jusqu'où on est capable d'aller pour assurer ce niveau de sécurité qui est totalement, à un moment donné, fantasmé? Voilà. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a d'autres pays qui sont des laboratoires au niveau de la censure ou de la surveillance. On les voit, on les observe, on sait ce qui se passe là-bas, on discute avec les citoyens, les habitants. Et donc, il faut toujours surveiller ce qui se passe. Par exemple, la Grande-Bretagne a été très en avance, par exemple, sur les caméras partout, etc. Ils nous ont mis, comme dirait Gabriel Attal, ils nous ont mis 40 km/h d'avance sur la surveillance. Mais les petites briques qu'on pose en France permettent, d'un simple claquement de doigts, ensuite, de transformer ces solutions. De passer à 200 nous-mêmes. Voilà, exactement. En fait, on a tous à peu près compris à un moment ces dernières années que si tu es avec les GAFA, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Depuis, moi j'ai l'impression qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a qu'en fait le citoyen est complètement corneré, comme on dirait, pardonnez-moi l'anglicisme, mais en fait coincé par 3 pouvoirs. Le pouvoir technique qui conçoit les architectures, détermine ce qu'elles permettent de faire. Pouvoir économique qui finance, et puis surtout qui se démerde pour que tout ça se transforme en marché. Et maintenant le pouvoir politique qui est un petit peu à la base, un peu à la traîne, mais qui sur la technologie maintenant il va gaiement. Et j'en rajouterai un quatrième, qui est ce Merci. que Cory Doctorow appelle Little Brother, c'est-à-dire le pouvoir des foules. Qui va imposer des choses à toute personne qui pense différemment de la foule. Ce qui est quand même un pouvoir phénoménal, absolument. Oui, bien sûr, puisqu'en fait, une des définitions de la démocratie, c'est le respect des minorités et des... Bon, bref. Et donc, ceux dont les données, les usages et parfois le DAF font vivre cet espace, ne sont pas consultés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en réalité, il n'y a pas la conversation qui devrait être requise pour qu'on avance et qu'on prenne des décisions, elle n'a pas cours. Donc, dans ce billard à 3 bandes, on voit qu'aujourd'hui, la place du citoyen est très limitée. Est-ce qu'il est le sujet? Comment est-ce qu'il peut redevenir en fait le sujet du numérique au lieu d'en rester en fait la matière première de plus en plus?
Fabrice? en montant en compétences de façon spectaculaire et en abandonnant tout un tas de conforts. Ce qui se traduit par des choses comme utiliser du Linux au quotidien et installer Graphene OS sur son smartphone. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et c'est beaucoup plus facile à Tu dire qu'à peux, pardon, vivre. tu peux élaborer un peu parce que Le Linux, on Linux, a pour ceux tous qui ont tout le entendu monde l'autre connu, truc, non? Graphene OS, pour faire simple, c'est à peu près la même logique pour les smartphones. D'accord. C'est-à-dire en C'est du installant, open source smartphone. c'est du open source smartphone dans lequel on est certain qu'il n'y a pas de système de surveillance intégré au cœur du système d'exploitation ou dans les différentes applications qu'on pourrait installer dessus. D'accord. Ça se paye au prix d'un confort dont on bénéficie tous, dont il faut se passer. C'est vraiment beaucoup plus contraignant qu'on l'imagine C'est avant d'y avoir mis les l'ergonomie, pieds. quoi. C'est la C'est plus facilité. que l'ergonomie, c'est le fait d'être coupé de tout un tas de monde qui est incapable d'échanger avec toi autrement qu'avec WhatsApp. C'est vraiment le prix du confort est vraiment pas à négliger, hein. Il y a d'une part un prix de confort qui revient non pas à s'éclairer à la bougie, mais malgré tout qui est considérable, et un prix en termes de montée en compétences individuelles qui est facilité aujourd'hui par les IA qui peuvent faire office d'enseignants, mais qui malgré tout est considérable. Donc c'est pas une décision simple. Ça vous oblige à segmenter typiquement vos relations sociales parce que vous continuerez à avoir des relations sociales avec papa, maman qui eux sont incapables d'utiliser autre chose que WhatsApp. Et c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. Christophe? Vous m'entendez? Ouais, ouais. Pardon, c'est moi. Mes Je suis, excuses, Christophe. C'est mon micro à moi qui a été coupé. Merci, vas-y. je suis pas d'accord avec toi, Fabrice, sur la difficulté que ça représente. Effectivement, tout le monde n'a pas à portée de main les tutos, les vidéos, les outils pour réussir, par exemple, à passer sur un téléphone sous Graphene OS. Déjà, je le dis très clairement, tout le monde n'a pas. En fait, il faut voir son modèle de menace. Tout le monde n'a pas besoin de passer sur un téléphone sous Graphene OS, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous voulez un outil qui préserve vraiment votre vie privée et la sécurité de vos données. Voilà. Vous trouverez moult tutos en ligne, c'est vraiment pas compliqué à faire si vous savez utiliser un câble USB et un navigateur Internet. Mais, et un peu de bon sens aussi parfois, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, en cybersécurité, on parle toujours du modèle de menace. On essaie de comprendre ce que chacun a besoin dans sa vie quotidienne en termes de sécurité et de protection des données. Moi, pour 90% de la population, je recommande simplement des gestes barrières, voilà, pour rappeler une bonne époque, de sécurité, d'hygiène numérique qui permet de se détourner de géants. Par exemple, je vais prôner la dégooglisation, c'est très simple à faire. J'ai installé des boîtes Proton pour des amis, pour des proches, avec le Drive, le calendrier, enfin le même écosystème. En fait, personne n'est prêt à sacrifier l'ergonomie, la facilité. Et c'est ce que propose Google ou Meta ou bien d'autres. C'est-à-dire que c'est simple à utiliser, c'est fluide et c'est gratuit. Donc pourquoi s'en priver? Il y a beaucoup d'autres alternatives qui proposent des produits gratuits qui fonctionnent très très bien, qui ne nécessitent pas de grands bouleversements dans votre vie. Voilà, déjà commencer par des petites étapes, des petites choses. Faire attention aux liens sur lesquels vous cliquez, aux informations que vous donnez quand vous vous inscrivez. Déjà, quand on a cette petite base, déjà, on se protège un peu plus. Mais si vous n'avez pas les compétences, vous ne pourrez pas non plus monter à un certain niveau qui fait que vous êtes totalement hermétique et dans une bulle qui vous protège. Voilà, donc en revanche, tout le monde ne vous demande pas de passer sur Linux ou Graphene OS. Utilisez vos outils, mais déjà utilisez bien, comprenez ce que vous faites et n'essayez pas tout simplement de céder à la facilité. Oui, j'accepte les cookies, c'est rapide. Non, mais je vais filer mon adresse mail dans ce formulaire parce que je voudrais savoir l'estimation de mon véhicule. On a perdu Non, Christophe. réfléchissez. Je me disais, merde. En fait, on dit la même chose, hein. Pardon, juste Christophe, je te laisse finir parce que ça a bugué là. Oui, enfin, voilà. Mais oui, j'entends ce que tu dis, Fabrice, globalement, mais on est d'accord. Mais oui, voilà. le modèle, le threat modeling est important, ouais. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc On n'est en pas fait, tous des opposants politiques acharnés, menacés Non, par une intrusion avec avocat, des journaliste, Pégasus. C'est pas la peine de monter à un niveau de paranoïa qui ne non. correspond pas du Déjà, tout à maîtriser la base, ça serait extraordinaire si tout le monde pouvait le faire. Déjà, on aurait une prise de conscience qu'il existe autre chose qu'une boîte Gmail, voilà, ou Microsoft. non mais là-dessus, enfin, merci les gars, mais en même temps, je vous répondrai que c'est
pas vraiment le propos de ma question. Ma question, c'est comment est-ce qu'on arrête, comment est-ce qu'on fait pour en fait dire aux autorités étatiques que en réalité, il faut qu'elles arrêtent de prendre ces décisions sans Mais nous consulter. Enfin, je veux dire, basta. oui, mais faut se révolter, faut parler. Je veux dire, Fabrice, moi, et je pourrais en citer plein d'autres, tous les jours, on explique, on donne les dangers. On voit la loi arriver, il y a une opposition molle, enfin bref, que de gens qui sont dans le cercle tech, et puis bon, bah, ça passe, parce que le temps de réveiller les foules et de leur expliquer, alors qu'il y a plein d'autres problèmes qui les concernent au quotidien et Bien sûr. qui sont rabâchés sur les plateaux télé. Je veux dire, vous allez entendre parler de la guerre en Iran en boucle, en boucle, en boucle. Ça, aucune difficulté, bien sûr. Mais par contre, sur ce qui se passe sur le terrain législatif, sur les lois qui sont votées comme ça, vous allez avoir France Info qui va vous dire et pour protéger les enfants, on va proposer la vérification Ouais, de ouais. l'agent. Bon, Et ça en passe pas parce plus, que c'est validé dans le discours. C'est validé dans le discours des médias mainstream. bon, entre, ouais, C'est ouais, une bonne ouais. chose. C'est une bonne Bon. chose. Par contre, on ne dit pas. Par contre, vous allez tous devoir vérifier votre identité et les risques qui y sont associés. Voilà. Ça, on le dit pas. C'est le petit texte en bas de ligne. Voilà. Bah, en fait, de toute façon, en plus, pardon, mais puisque tu le mentionnes, sur l'Iran, on dit n'importe quoi en plus. Bon, mais ça, c'est Non, une pas que sur parenthèse l'Iran, que s'il y avait que sur l'Iran. Oui, oui, t'as raison. Ouais, je Bon, connais cet exemple, mais oui. Fabrice, toi, tu es une des rares personnes que je connaisse qui soit parvenue à garder une assise à la fois dans les médias mainstream, qui régulièrement regrettent, ça se voit à l'écran de t'avoir invité parce que tu mets les pieds dans le plat, et en même temps à être très respecté au sein des médias indépendants. Est-ce que toi, Christophe, tu parviens aussi à te faire entendre dans le mainstream? Non, pas particulièrement. C'est pas du tout mon objectif. Moi, je suis vraiment sur les réseaux sociaux, sur YouTube où j'ai une audience qui grandit parce qu'ils s'intéressent à ces questions. Moi, je suis vraiment très content de voir à chaque fois un nouvel abonné qui vient de l'extérieur parce qu'il a compris quelque chose, où ça a développé sa pensée sur les modèles de surveillance, sur les implications. Un truc tout bête, par exemple, j'ai fait une vidéo sur tous les outils de surveillance implantés dans une voiture. Bah, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant mais j'imaginais même pas que ma bagnole pouvait tracer mes Ah trajets ouais. en réel quasiment, que le constructeur à qui j'ai acheté la voiture était au courant et que les autorités y avaient accès. Voilà. En fait, ils découvrent que l'environnement est truffé d'une technologie qui n'est pas faite pour les aider eux, mais comme tu le disais tout à l'heure sur l'opposition entre les différents pouvoirs, en fait, il y a un autre pouvoir qui existe. C'est celui des technocrates, en fait, de cette élite. On citait Alex Carr tout à l'heure et son idéologie, mais ils sont nombreux, en fait, à avoir une vision où ils estiment représenter une alternative, la démocratie, et ce que devrait être le peuple soumis aujourd'hui à une technologie qui contrôle les masses pour leur bien, parce que c'est bien pour eux. C'est ça le vrai problème. Les États, eux, n'ont que des volontés politiques, d'être réélus, d'avoir une assise et de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. Et quand on leur offre la technologie nécessaire pour pouvoir savoir ce que vous pensez et ce que vous faites, il n'y a qu'à voir le scandale Cambridge Analytica, à partir de là, la messe est dite. Si vous comprenez pas déjà tous ces enjeux, parce qu'on vous tient écarté volontairement de la compréhension de tout ça, vous pouvez pas vous révolter. Vous pouvez pas avoir un soulèvement. On va pas avoir une manifestation à 500 000 personnes contre la vérification de l'âge en ligne. Parce que parce que c'est bien, parce que dans l'esprit collectif, c'est une bonne chose. Bah oui, en fait, comment dire, l'espace numérique se développe. Il faut un cadre juridique qui accompagne comment dire, le développement de cet espace, tout comme il faut un code de la route. Au bout d'un moment, à partir d'un certain nombre de bagnoles et un certain nombre de routes, bah tu peux pas la faire à la fraîche comme en 1920. Je suis Voilà. d'accord. Il existe le cadre juridique, ce qui est illégal dans la vraie vie est illégal online. Par C'est ça. contre, on en est arrivé à un stade où, dans le monde virtuel, les droits de l'homme ont disparu. Bah, c'est un problème quand même. Et pour rebondir sur ton constat d'effondrement de l'Occident, l'Occident, il est construit sur les droits de l'homme. Donc effectivement, dans la mesure où nos politiques, et il n'y a pas qu'en France,
sont en train de sabrer méticuleusement les uns après les autres les articles des droits de l'homme, bah forcément la société occidentale va s'effondrer avec, hein, ça c'est inévitable. En fait, moi, ma ligne là-dessus, c'est plutôt que, en fait, comment dire, cette civilisation qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, est en effet fondée sur un discours droit de l'homiste, est devenue, en fait, le talon d'Achille de l'Occident, précisément parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Occident se définit aux yeux de tout le reste de la planète comme la civilisation où les actes et les paroles ne vont pas ensemble. Bah, c'est la même chose avec forcément, c'est exactement la même chose entre la civilisation occidentale vis-à-vis, par exemple, du monde arabe, où elle leur fourgue les pires technologies de surveillance qui servent à opprimer les populations, tu en sais quelque chose. et les dirigeants, et j'ai longuement enquêté sur ça, et la civilisation occidentale où les dirigeants, dans le monde du virtuel, imposent à peu près la même chose à leur propre population civile. Donc on est effectivement... On fait toujours ça. dans la même C'est ça le truc dystopien dont tout le monde est un peu en train de prendre conscience. C'est souvent les gens disent, notamment l'intellectuelle américaine d'origine palestinienne qui a failli être la candidate pour la vice-présidente du Parti vert, Nora Erakat, dit en fait, faites gaffe à ce que les Israéliens sont en train de développer comme technologie dans ce génocide qu'ils persistent à appeler guerre. C'est qu'en fait, toutes ces technologies, elles vont venir elles vont être rapatriées. Tout à fait. Toute la chaîne technologie d'IA qui est utilisée sur Gaza, tu remplaces un seul composant, un seul, qui est grosso modo l'IA qui pond des ordres de mission pour aller bombarder un quartier. Tu remplaces ça par, plutôt que de donner un ordre de mission à un avion pour qu'il décolle et qu'il aille bombarder un truc, tu donnes un ordre de mission au GIGN pour qu'il aille faire un raid en banlieue contre, je ne sais pas, des trafiquants de drogue, parce que ça sera facile à établir. Et tu peux redisposer exactement la même chaîne technique pour, typiquement, lutter contre les narcoterroristes. Il n'y a aucun problème, toute cette technologie est prête. Alors, avec une bonne grosse nuance, hein, c'est qu'il n'y a pas que les Israéliens, les Américains, les Français, tout le monde contribue à ce genre de technologie. Tout le monde a ses alternatives. Mais très clairement, le cadre technique qui a été déployé sur Gaza peut parfaitement être appliqué à la gestion, au maintien de l'ordre en banlieue demain, en banlieue parisienne. La règle, c'est tout ce qui est développé sur le plan militaire, toutes ces technologies arrive en civil. Toujours à un moment donné une application civile, et elle est souvent malheureusement très rapide, cette transition. Voilà. En fait, Internet a un objectif militaire à la base. Voilà, aujourd'hui c'est un bien commun. Bien sûr, bien sûr. Alors là où ça devient, comment dire, tu mentionnes merci pour cette explication précise de comment ça pourrait passer de l'un à l'autre. Tu parles des narcotrafiquants, moi j'ai d'autres choses beaucoup plus bénignes en tête auxquelles pourrait servir. On a, je sais pas si vous avez, oui, je sais que vous avez sans doute, en tout cas Fabrice, je sais que on a parlé ensemble de cet outil terrifiant qui est Where is Daddy, ce logiciel qui permet à l'armée israélienne de localiser les membres de la résistance et de les assassiner précisément quand ils sont avec leur famille. Les localiser, les traquer, c'est une autre technologie. Where is Daddy, c'est décider du moment où on frappe, qui est le moment précis où la cible rejoint sa famille. Elle ne sert qu'à ça. C'est un des composants. Ça, très concrètement, si tu veux aller choper du trafiquant de drogue, très utile, extrêmement. Non, mais je parlais en fait, oui, mais en fait, ce que tu dis, cette nuance que tu viens d'apporter, elle est destinée à faire en sorte, en fait, on est beaucoup plus sûr de le buter s'il est avec sa famille, parce que ça veut dire qu'il est sans doute qu'il ne bouge plus et que donc on peut y aller, on va l'avoir. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert Where is Daddy. On sait que comment dire, le crime de guerre et même c'est sans doute le crime contre l'humanité que constitue le bombardement de l'école avec toutes ces écolières de Minab qui a eu lieu, qui a été une des toutes premières frappes américaines en Iran, est également a sans doute été guidée, en tout cas la société Palantir a été prise à partie pour le fait que justement, de toute façon il y a de l'IA, que ce soit Palantir ou autre chose, il y a forcément de l'IA.
Bon, Maven avait sans doute été utilisé pour cette décision. Et encore une fois, je rappelle, c'était une triple strike. Donc, c'est particulièrement vicieux puisque c'est le premier bombardement. On attend que les secours arrivent. Deuxième bombardement. Et là, même troisième bombardement. Et c'est comme ça qu'on a tué autant de fillettes. Et il faut rappeler que Palantir, qui est souvent qui travaille très étroitement avec l'IDF pour des raisons commerciales, mais aussi idéologiques, hein, puisque Alex Karp et Peter Thiel, les cofondateurs de Palantir, sont des sionistes hardcore de chez hardcore. Cette société, on a appris, les Anglais ont eu le bonheur d'apprendre un jour que cette même société, et les Américains aussi d'ailleurs, que cette même société avait des contrats pour manager en fait les systèmes, les fichiers, notamment de la NHS, le système de santé britannique. Et puis alors Ou de la DGSI, hein. Ouais, Pour être nous, la DGSI. Ouais. Et aux États-Unis, c'est encore la pénétration de Palantir depuis le début du deuxième mandat Trump est genre juste, c'est next level. Ah oui, elle est exceptionnelle. Depuis le premier mandat de Donald Trump, oui. c'est quand même Peter Thiel qui a été le grand sponsor de la Silicon Valley pour la toute première candidature de Donald Trump. Et même avant, Palantir est né dans les décombres du 11 septembre et de la loi Patriot Act qui en a suivi. Donc, l'injection des fonds de Palantir dans les années 2000, lors de leur fondation, ce sont des fonds gouvernementaux. La CIA. Oui, c'est la CIA, même en direct. Donc, et comme ils sont toujours derrière les bons plans sur ce type de stratégie, et c'était très payant à terme, puisqu'aujourd'hui, ils sont incontournables pour les sociétés, enfin pour les démocraties, on va dire ça comme ça, pour l'ensemble des pays occidentaux qui adhèrent, qui sont alliés des États-Unis. Parce qu'attention, il faut bien comprendre que Palantir ne traite pas avec tout le monde. Il ne traite qu'avec l'Occident, et l'Occident qui est dans leur idéologie. Sinon, ils ne vous acceptent pas dans leur cercle, et un cercle qui offre des possibilités qui sont infinies aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, mais c'est d'ailleurs, l'un va avec l'autre, puisqu'en fait, ils ne vous acceptent pas, parce que s'ils vous acceptaient, ils auraient plus de business possible avec les services américains. Oui. C'est de la géopolitique pure. Non. Il y a des contre-exemples. Amesis vendait ses technologies à des régimes qui n'étaient pas particulièrement alliés de la France, qui étaient des dictatures absolument atroces. Ça l'empêchait pas de faire du business avec l'État français. Non. Oui, mais les Américains sont pas aussi laxistes que l'État français à cet égard. Je peux te dire tout de suite que c'est impossible. J'ai envie de te dire encore, on est capable d'avoir beaucoup de contradictions au sein de notre. En France, c'est pas ça qui nous gêne. C'est quelque part, c'est le côté un peu rafraîchissant de la France, je dirais. Alors, une partie du monde, ça me mène à la question. On va un peu se tourner vers l'international et puis les grosses questions. D'abord, on a déjà bien carburé, mais ma première question, c'est une grande partie du monde numérique a accueilli et continue de célébrer Trump et Musk comme les adversaires de la censure institutionnelle et du pouvoir, disons, bureaucratique. Avec le recul, est-ce que ces gens n'ont pas confondu la remise en cause d'une forme d'oligarchie qui est celle très aristocratique, patricienne en fait de la Silicon Valley qui plaisait tant au Parti démocrate, qui est devenu, il faut quand même le rappeler, le parti patricien aux États-Unis, beaucoup plus que le Parti républicain, et je suis un adversaire des deux partis, mais traditionnellement, je suis plutôt team démocrate, en tout cas historiquement, je l'ai été, tout en étant sarkozyste, soyons clairs. Mais aujourd'hui, est-ce que ces gens qui appelaient de leur vœu Trump, Musk, Thiel, machin, etc., est-ce qu'ils n'ont pas confondu la remise en cause d'une oligarchie avec le transfert du pouvoir vers une autre, en réalité? Alors, ces gens qui appellent, j'imagine que tu fais allusion aux grands seigneurs de la Silicon Valley comme Marc Andreessen, ils avaient deux motivations.
Non, et puis moi je parle aussi, par exemple, des pom-pom girls, façon en France aujourd'hui, Brivael. Qui a à peu près les mêmes motivations. Ouais, ouais, on est Il d'accord. On est il est chez Y d'accord. Combinator, hein. Mhm. Heu, D'abord, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, une atteinte au premier amendement, c'est un crime de lèse-majesté. C'est un truc qu'on a du mal à comprendre vu de France, parce que la liberté d'expression, c'est pas le pinacle que c'est aux États-Unis. Mais, il y a vraiment eu une violation massive du premier amendement et de la liberté d'expression par l'administration Biden. Ça a été masqué par les médias. En France, personne n'a voulu regarder ça en face, et effectivement, Musk, qui est quand même bien barré, sur un coup de tête, a décidé d'investir 40 milliards de dollars pour rétablir une forme de liberté d'expression, avec les conséquences que l'on sait. Ça, c'est quelque chose que personne n'a voulu regarder en face et analyser en France. Encore aujourd'hui, de moins en moins, hein, mais encore aujourd'hui, ce genre de propos est qualifié de conspirationniste. Ça l'a été pendant toute la période entre le rachat de Twitter et l'arrivée de Trump. Sur la fin du mandat Biden, il y a eu des commissions d'enquête au Sénat, à la Chambre des représentants, des déclassifications de documents du ministère de la Justice qui ont montré qu'effectivement c'était le cas. Donc du coup, les accusations de conspirationnistes se sont un peu éteintes, parce que face à des centaines d'heures d'auditions au Sénat de témoins sous serment, c'était quand même compliqué d'affirmer le contraire. Aujourd'hui, tout le monde Les flippe Twitter que Files. les fameuses Twitter Files. Aujourd'hui, tout le monde flippe que Musk pourrait faire rigoureusement la même chose, ce qui est tout à fait crédible. Le problème, c'est que pour asseoir ce genre de propos, il faut commencer par constater que ce genre de choses est parfaitement faisable, techniquement tout à fait au point et en place depuis 2018. Et que du coup, c'est compliqué à admettre qu'on l'a nié pendant des années et des années. Mais sur le fond, la crainte est tout à fait fondée, hein. Le problème, c'est que pour démontrer la crainte et sortir du discours conspirationniste, il faut regarder en face des choses qu'on qualifiait soi-même de conspirationnistes il y a encore quelques années. Donc les médias mainstream et tous les gens qui sont au premier degré anti-Musk ont un mal fou à asseoir leurs propos autrement que par des allégations, parce que ça reviendrait avant tout à admettre qu'ils se sont plantés et qu'ils ont évité de regarder les choses en face auparavant. Et du coup, on est complètement coincé dans un affrontement totalement superficiel et débile, qui consiste à dire celui-là il est pro-Musk, celui-là il est anti-Musk. La réalité, c'est que si on prend un peu de recul, Musk n'est guère que le révélateur d'un problème gravissime au sein de la démocratie américaine, qui est sorti des rails. Euh, dans un premier temps avec Trump, mais le premier mandat de Trump, objectivement, il n'avait pas vraiment le pouvoir, il s'est fait tirer dans les pattes par son administration. Donc là aussi, c'était un problème démocratique, hein. Quand une administration tire dans les pattes d'un président élu, c'est un vrai souci. Tout ça sur la base de fake news, le fameux Russiagate, qui alléguait que Poutine contrôlait Trump, ce qui a été démontré comme étant faux par le rapport du procureur Mueller. Non pas que Poutine n'ait pas fait des ingérences. Faut quand même rappeler à quel point c'est grotesque dans un pays où un autre État étranger est en situation d'ingérence quotidienne Oui. sans que personne les fasse jamais chier, c'est Et l'État d'Israël. mais Enfin, il je y veux a dire, plein c'est de quand même pays qui sont dans des grotesque. situations d'ingérence, Ouais. et les États-Unis eux-mêmes sont les champions du monde, toutes catégories de l'ingérence dans tout un tas de pays. Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir Dans tous les pays. faire d'un tabou cette dimension-là, à force d'avoir fait un tabou de regarder en face ce qui s'était passé avec les fake news d'Hillary Clinton concernant Trump, marionnette de Poutine, avec les Twitter files qui ont été qualifiés longtemps de théorie conspi, on s'est ôté la possibilité d'avoir une big picture qui ne fait que constater que la démocratie américaine, au même titre que la démocratie anglaise, est sortie des rails. Ça n'est plus une démocratie, c'est pas une dictature pour autant, mais c'est complètement sorti des rails. Qu'on est nous-mêmes dans la même situation, et que d'une façon générale, ce qu'on aurait pu apprendre à travers le déraillement de la démocratie américaine, c'est que toutes les démocraties occidentales allaient suivre le chemin, et que toutes, chacune à leur façon, allaient dérailler et devenir autre chose que des démocraties. Et on est en plein dedans. En, Et en le fait, fait d'interdire la parole ou de disqualifier la parole qui permet d'appréhender cette big picture rend toute analyse totalement impossible. J'aurais tendance, quant à moi, à dire que en fait, l'idée que les pays qui se sont nommés démocratie à partir de la fin du XVIIIe siècle, peu ou prou en réalité, sont des pays qui sont sortis d'une forme d'absolutisme ou une autre.
pour aller vers des systèmes oligarchiques dans lesquels nous sommes encore. Et que là, on a une sorte de dérive où ce qui nous rend l'oligarchie odieuse, c'est le fait qu'elle se morphe, elle se mue en idiocratie, en kakistocratie, en plutocratie de plus en plus démesurée. Aux États-Unis, ça fait quelques années maintenant que tous les gens qui regardent ça de près savent que, en fait, on a légalisé littéralement la corruption aux États-Unis avec Citizen United, où en gros on fait équivaloir le fric avec la liberté d'expression. C'est quand même juste. Donc tu peux acheter la politique aux États-Unis, c'est légal aujourd'hui. Donc, mais pardon, je voulais pas pérorer aussi longtemps. Christophe, tu partages l'analyse de Fabrice? Moi, je suis assez sceptique. Je suis pas anti-Musk, hein, mais je suis assez sceptique sur le personnage et sur la volonté affichée. Je suis pas convaincu qu'on puisse réellement le dépeindre comme un véritable défenseur de la liberté d'expression qui C'est apporte. opportuniste, hein, mais C'est exactement ça, mais toute velléité opportuniste est fondée principalement pour un milliardaire, je le pense, sur rentabiliser son action et surtout d'avoir ce que les autres n'ont pas nécessairement, c'est un écho, une chambre pour pouvoir parler et s'exprimer au quotidien. Il faut voir le nombre de tweets, le nombre d'interactions, même micro, hein, qu'il peut avoir avec des gens tous les peut-être. milliardaires ont ça. Jusqu'ici, ils achetaient des médias traditionnels. Voilà, et lui, c'est une autre version aujourd'hui, bien entendu, mais ils ont des velléités politiques, ils ne s'en cachent pas, ils en parlent ouvertement. Donc la vraie question, c'est pas tant ce que voudrait Musk ou ce qu'il va faire, c'est comment nous, on utilise des réseaux sociaux comme X, qu'est-ce qu'on fait dessus et qu'est-ce qu'on veut comme interaction. Parce que l'algorithme s'adapte en réalité à ce qui marche le mieux. Quand on voit aujourd'hui qu'on critique la montée par exemple, des propos, par exemple, je sais pas, je veux dire, aller de droite ou d'extrême droite, parce que avant, par exemple, X était un réseau social pour wokistes. En réalité, non, c'est qu'il y a des gens qui se sont accaparés et qui ont favorisé des interactions avec du contenu qui plaît à d'autres personnes et mécaniquement, eh bien, l'algorithme comprend, les équipes corrigent que c'est ce qui fonctionne. C'est tout simple. Je ne suis pas convaincu. Il y a eu des équipes de modération, et ça a été Oui. démontré en long, en large et en travers, qui effectivement. ont mis sous cloche les voix conservatrices aux États-Unis, y compris des représentants élus, des candidats à des élections qui ont été shadowban. Mais en l'état actuel des choses avec Elon Musk, en tout cas, cette page est relativement tournée. Oui. Et donc, ce que X devient, c'est ce que nous, en réalité, c'est ce que nous, on en fait. C'est ce qu'on en fait. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'un camp soit plus favorisé que l'autre. D'une certaine manière, c'est un reflet voilà, d'un microcosme. Hein. On a l'impression que quand on parle sur X, qu'on like ou qu'on s'exprime, tout le monde sait ce qu'on a vu, que tout le monde est au courant de l'information. Non, je veux dire, moi, dans mon cercle proche, parfois, je parle d'un sujet, les gens sont assez éloignés en fait de tout ça. Sur les utilisateurs vraiment actifs, il y en a peu. Enfin, à l'échelle de la population française, par exemple, il y en a peu qui sont tous les jours et qui suivent tous les jours. Voilà. Et donc, il y a peut-être aussi parfois un effet de bulle. Voilà. Même si X représente une forme de tendance sur les sujets de société ou la politique et que ça permet de prendre un petit peu d'avance. Ouais, il y a un effet de bulle et il y a aussi un effet de transition par rapport aux anciens médias. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens se comportent dans leur analyse de X comme s'ils analysaient le JT de LCI, de BFM et de CNews, qui est quelque chose qu'on voit tous, qui est la même chose qu'on voit tous. Et donc, on peut confronter l'impression que nous donne le traitement de l'information dans les chaînes d'information en continu, parce que c'est les mêmes. Alors que l'impression que nous donne le traitement de l'information tel qu'on le reçoit par X, il est totalement individualisé. Et donc, il ne va pas du tout être le même d'une personne à l'autre. Non, on t'entend pas. Merci, merci Fabrice, merci messieurs. Bon, quant à moi, je dois dire que je trouve que moi j'ai un peu pratiqué Elon Musk de manière assez brève, mais j'ai eu quelques échanges avec lui et j'ai pu constater que c'était vraiment un exemple parfait d'une personne, d'un homme qui n'est pas fait,
qui est en fait qui se comporte vraiment comme un enfant avec un narcisse. Bon, c'est pas très original de dire ça de Musk, mais de voir la manière dont on le porte au nu et de voir comment il a développé un following aussi, enthousiaste aux quatre coins du monde, au-delà du fait que c'est le résultat de son pouvoir, de son fric, etc. Je trouve ça très symptomatique de la dégénérescence morale occidentale, notamment dans son incapacité totale à générer des leaders, non seulement politiques, mais économiques, qui soient des anciens, des sages, comme on savait les générer autrefois, et comme en dehors de l'Occident, on sait parfaitement les générer. On peut dire ce qu'on veut sur les dirigeants, je prends 3 exemples au hasard, la Chine, la Russie et l'Iran. On peut dire ce qu'on veut sur leurs dirigeants, c'est pas des adolescents. Et ils font ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils font. Ce qui de nos jours en Occident est extrêmement rare. J'ai parlé tout à l'heure également de la manière dont moi je suis très mal à l'aise quand je vois la technologie devenir une fin en soi. Et j'ai l'impression, je voudrais parler un tout petit peu d'intelligence artificielle, d'ailleurs que je trouve personnellement l'expression très malheureuse, complètement, enfin voilà, chez les êtres humains, je trouve ça très problématique comme l'idée d'intelligence sans conscience me pose problème. Mais bref, j'ai pas envie de vous emmener sur ce terrain-là. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 philosophies qui s'affrontent aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, non seulement dans la manière de développer open source versus propriétaire, etc., mais dans justement un rapport éthique et en fait cosmologique à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les États-Unis sont en train de traiter l'intelligence artificielle non seulement comme une fin en soi, mais en fait comme une déité. Déité on ne peut plus problématique, forcément, par définition. Et alors en Chine, on a vraiment une approche qui, pour moi, me fait beaucoup plus penser, même si elle a été terriblement décriée il y a quelques années, pour des raisons justement de Big Brother et compagnie. J'ai l'impression que l'approche de l'intelligence artificielle des Chinois est vraiment de traiter ça comme un outil ébouriffant, un outil colossal, un outil dont ils savent qu'il faut le prendre très au sérieux et être en pointe dessus, mais ça reste un outil. Absolument. Il faut pour ça remonter, là encore, au grand schisme qui a fait basculer la Silicon Valley vers Donald Trump. Durant l'administration Biden, à un moment où vraisemblablement Biden n'était plus du tout aux commandes et n'était plus en mesure d'être en commande, des membres de l'administration Biden sont allés voir Marc Andreessen, le grand investisseur de la Silicon Valley, et lui ont expliqué qu'il était absolument inutile d'investir dans des startups de l'intelligence artificielle parce qu'ils allaient en faire un projet Manhattan réservé à l'État qui leur servirait pour asseoir leur domination sur le monde et contrôler la société. Et Andreessen, alors le discours officiel, c'est que Andreessen, au nom des libertés, s'est offusqué. La réalité, c'est que c'était aussi un manque à gagner considérable pour des investisseurs, et on voit à quel point on a atteint des sommets incroyables dans la spéculation autour de l'intelligence artificielle, et que ça fait partie des raisons qui ont fait que Marc Andreessen a basculé vers le camp Trump. Toujours est-il que les États-Unis fonctionnent sur une logique de la propriété, c'est un pays capitaliste, et effectivement, c'est un pays de croyants. Donc, ils sont en train de construire un Frankenstein, et ils sont en train de le construire pour l'essentiel dans un cadre de ce que Richard Stallman appelle du code privatif, c'est-à-dire un code auquel tu n'as pas accès. Anthropic, tu n'as pas accès au code. OpenAI, tu n'as pas accès au code. De temps en temps, ils donnent des petits bouts en open source, mais l'un dans l'autre, tu ne sais pas comment ça marche. C'est une boîte noire. Les Chinois, qui vraisemblablement sont au courant de tout ça en même temps qu'Andreessen, ils ont quand même des services de renseignement à la hauteur, ont adopté une stratégie pour contrer la stratégie américaine qui consistait à dire « nous, on va le faire en open source ». Ce qui fait que tout le monde pourra disposer du code. Et comme c'est un pays
qui n'est pas composé de croyances, c'est vite fait, mais en tout cas, dont la direction n'est absolument pas dirigée par une quelconque croyance dans un quelconque Dieu, il considère ça effectivement comme un outil. Je pense que l'influence du confucianisme dans cette approche est énorme. Culturellement, donc bien sûr. Mais voilà. on n'est c'est pas un monothéisme, mais il y a une cosmologie derrière. Bien sûr, mais elle est culturelle et sécularisée. Alors qu'aux États-Unis, la religion est un élément identitaire primordial, absolument primordial. Moi, j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Tous les matins, à l'école primaire, on fait la prière au drapeau. Et c'est moi qui suis athée, ça paraissait comme une incongruité auprès de mes petits camarades dans les années 70, au point que mes parents ont fini par me dire mets-la en veilleuse sur cette dimension-là parce que ça choque. Et c'est ça les États-Unis. Donc effectivement, Oui, ils sont dans une logique de construction d'une entité qui est vraiment un Frankenstein, qui est quelque chose qui s'apparente à un nouveau Dieu, alors que les Chinois, absolument pas. Ils sont dans la construction d'un outil qui va leur servir à asseoir une domination, tout comme les Américains, mais à diffuser ces outils à la terre entière dans la mesure où ils sont open source pour l'essentiel. Ce qui pourrait changer, hein. Mais pour l'instant, c'est ça la confrontation. Alors, avant de te passer la parole, Christophe, à mon avis, tu vois, sans rentrer dans les comment dire, les images, les trucs d'Épinal, c'est les images d'Épinal, on dit? L'image d'Épinal, ouais. Les images d'Épinal concernant les États-Unis, le président jure sur la Bible, etc. Ils sont croyants. C'est aussi en réalité une société qui est très sécularisée par ailleurs. Comment dire, le long des côtes, dans toutes les grosses villes américaines, la religion n'a plus sa place quasiment. C'est plus complexe que ça les États-Unis, et je pense que le résultat est encore une fois une cosmologie qui est largement le produit de la sécularisation, qui est elle-même un phénomène qui pense avoir transcendé la religion, alors qu'en réalité c'est une sorte de ressucée foireuse des phénomènes religieux. Mais bref, mettons ça de côté. Christophe, à ton sens, comment dire, peut-être pour développer un peu, les derniers retours de performance de ce qui est produit en Chine, je connais plus le nom des boîtes ni des logiciels, mais enfin c'est apparemment hyper impressionnant, et c'est open source, et puis c'est fait avec en fait comment dire, ils sont obligés de gérer un accès restreint aux microprocesseurs auxquels les États-Unis essayent de faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir accès à Taïwan. Donc, résultat des courses, les Chinois, en fait, ils sont sous la contrainte, et cette contrainte, en fait, les fait développer des outils qui mettent à l'amende, si on fait un rapport qualité-prix, les Anthropic et les OpenAI, si je comprends bien. Il y a un nom que vous pourrez entendre peut-être dans les médias ou les réseaux sociaux, ça va être le modèle Kimi 3, par exemple, qui est un modèle open source que j'ai testé par exemple cette semaine, qui est vraiment très impressionnant, puisque en cybersécurité, on est bloqué avec l'usage de Fable 5, donc de Claude Anthropic, qui a été restreint et qui ne veut pas entendre parler de modification de code ou quoi que ce soit. Voilà, ça a été la fameuse affaire de l'ordre exécutif aux États-Unis, ordonnant à Anthropic de limiter, enfin en tout cas d'empêcher la diffusion et qui a l'air d'être une belle opération de marketing d'Anthropic. C'est aussi une très belle opération marketing, sachant que à modèle équivalent, OpenAI avec ChatGPT Sol par exemple fait des choses aussi bien que Fable 5. Mais en fait, tout le monde aujourd'hui est arrivé à un stade où la course va se jouer sur la capacité à absorber des raisonnements encore plus complexes, mais dans l'usage quotidien de tout le monde, même de moi, on n'exploite même pas 5% de ce qu'ils sont capables de faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un modèle open source comme Kimi 3, par exemple, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'utiliser, hein, mais alors, il va falloir la machine qui va avec, hein, parce que c'est pas un petit modèle. Il faut la puissance graphique, il faut la mémoire pour le faire tourner.
et c'est pas sur votre Mac que vous allez pouvoir le faire. Donc on est vraiment sur, par exemple Kimi 3, vous pouvez l'utiliser si vous avez des tokens API qui sont on paye à l'unité l'accès pour discuter avec l'IA. Et en réalité, tout ça, ça a un prix qui est moindre qu'Anthropic et OpenAI à performance équivalente. Donc voilà, donc c'est ça le vrai risque. Et surtout, il y a un autre problème. Non, mais le modèle économique n'est pas bon non plus parce que ce sont des modèles chinois et vraiment, je salue leur performance. Ils ont tout compris depuis le début sur la stratégie IA à avoir bien loin de l'Europe et de la France. Ce sont des modèles qui fonctionnent aussi, enfin qui apprennent par ce qu'on appelle distillation, c'est-à-dire qu'en fait ils vont copier chez leurs petits copains payants, Anthropic et OpenAI, pour améliorer leur modèle. C'est-à-dire que en balançant beaucoup de questions, vraiment je vais simplifier pour ceux qui sont dans l'IA. Ne m'injuriez pas sur les commentaires, mais grosso modo, c'est comme poser énormément de questions à l'IA concurrente, d'analyser les réponses pour voir comment traiter l'information et comment apprendre à sa propre IA à travailler et à traiter la question complexe. C'est ça un peu, c'est un peu comme recopier un petit peu chez le voisin et puis d'améliorer. Tu utilises une IA pour être le professeur de ta nouvelle IA en fait. Voilà, merci Fabrice, c'est exactement ça. Donc grosso modo, en fait, ils peuvent se permettre de faire de l'open source et d'avoir une forme d'hégémonie sur ce domaine aujourd'hui, parce que en réalité, ils les ont niqués très clairement, pour parler franchement. Alors, ils les ont niqués, petite remarque, ils les ont niqués d'autant plus que les machines à fabriquer des processeurs à SLM, qui étaient jusqu'ici une exclusivité européenne, les Chinois les ont mis au point. Du coup, ça va avoir des conséquences spectaculaires. Taïwan va prendre une importance stratégique bien moindre dans la décennie qui vient. Et par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que tout ça, ça termine dans des ordinateurs, en l'occurrence les fameux data centers. Et que les data centers, d'un point de vue géopolitique, c'est rigoureusement la même chose qu'une raffinerie. Ça transforme de l'énergie en puissance de calcul. Et donc l'enjeu, au final, c'est l'accès à l'énergie. Là-dessus, les Américains ont une limite. Et ils sont en train d'essayer de la percer, mais ils ont vraiment une limite. Les Européens ont également structurellement une limite, hein, on n'a pas de pétrole. Certes, on a du nucléaire, mais pas grand-chose d'autre au final, comme atout énergétique. Et les Chinois, eux, pas vraiment. Parce qu'ils ont développé les énergies alternatives et aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment de limite dans leur horizon sur l'accès à l'énergie. Donc, ils n'ont pas de limite sur l'accès à l'énergie. Ils n'ont plus de limite sur la possibilité demain de fabriquer des processeurs aussi performants que ceux d'NVIDIA. Pas aujourd'hui, hein, mais demain. Ils n'ont pas de limite sur leur capacité à fabriquer des modèles aussi performants que les modèles les plus performants aux États-Unis. Ça fait que fondamentalement, ils sont quand même très très bien partis pour gagner cette course. Et l'énergie est quelque chose de central. Ça explique tous les délires d'Elon Musk d'envoyer des data centers dans l'espace où l'énergie solaire est accessible. C'est que concrètement, c'est l'une des façons de faire péter cette barrière de l'accès à l'énergie qui aujourd'hui est l'une des grandes limites des États-Unis dans la course à l'intelligence artificielle. Ça m'a l'air perso, même si mes connaissances en thermodynamique sont relativement limitées, voire nulles, ça m'a l'air surtout d'être en termes de compréhension de l'entropie, une farce extraordinaire de parler de ces serveurs satellites là. C'est quand même Écoute, profondément grotesque. Je m'y connais un chouïa plus en thermodynamique, mais pas guère que j'ai fait une prépa, quoi. Mais comme tu sais, je travaille un peu dans ce secteur et je suis entouré de gens qui, eux, sont extrêmement compétents et qui ont l'air de considérer que c'est pas tant un délire d'Elon Musk, hein, c'est que Elon Musk est traditionnellement dans un pur délire quant au délai. Elon Musk vous avait promis d'aller sur Mars, je crois, dès 2030. On n'est pas prêt d'y mettre les pieds. Nous avait promis des voitures autonomes depuis au moins 10-15 ans. Elles arrivent à peine. D'accord. Mais Fabrice, pour les data centers dans l'espace n'arrivons pas dans les délais annoncés par Elon Musk. Mais tu conviendras. Ouais, bon, moi, étant donné aujourd'hui ce que ça coûte en énergie et en argent de juste d'envoyer un serveur, tu vois, les serveurs, faut changer les microprocesseurs tous les 2 ans, tous les 3 ans maximum. Non, tu peux les faire tourner 5 ans et le coût d'accès à l'espace s'est effondré avec SpaceX. Mais vraiment effondré. Ouais, mais pardon, on reste sur des coûts pour construire ça et maintenir ça qui sont
complètement débile aujourd'hui. Donc, bref, moi, Très je bien. pense que ce que tu dis sur sur le fait que les Mais délais, on disait tu ça n'as, d'un fournisseur d'accès à Internet par réseau satellite. tu sais C'est quoi, une réalité aujourd'hui. j'a- ouais, mais c'est une réalité qu'on nous vend comme un marché potentiel qui contient l'ensemble de l'espèce humaine, alors qu'en réalité, il y a 10% des êtres humains sur la Terre qui pourraient se payer ce truc-là et en avoir besoin. Bref, je pense que je veux pas rentrer plus loin dans une conversation là-dessus. Moi, il me semble que si je veux aller dans ton sens, en effet, je pense que comme d'habitude, Musk, comme beaucoup de gens, se plante sur les délais, mais à mon sens, j'ai l'impression qu'il se plante sur des délais à l'échelle de plusieurs siècles. Donc en fait, c'est ridicule. Bref, ça n'engage que moi. J'ai une question. J'ai envie de me rabattre sur la question. Vous avez parlé tous les deux d'énergie. Enfin, on parle là tout d'un coup un peu de thermodynamique. Euh, en fait, en fait, j'ai envie de parler. On a parlé des États-Unis, de la Chine. J'ai envie de parler d'Europe. J'ai envie de parler de 2027. J'ai envie de parler de souveraineté française, européenne, française. Est-ce qu'on peut sérieusement parler de souveraineté numérique? Enfin, c'est un peu, tu viens un peu de répondre à la question, Fabrice, mais je la pose quand même. De souveraineté numérique ou d'intelligence artificielle sans souveraineté énergétique. Est-ce que ça fait sens, étant donné que la puissance de calcul, Non, le non, centre de non. données, en Ça fait, ça n'a aucun sens. Après, c'est de la branlette, quoi. on a et on avait plus encore hier, une véritable possibilité de souveraineté énergétique, en tout cas électrique, avec le nucléaire. On l'a en partie sabordée, mais elle est toujours là, donc tout n'est pas perdu à ce niveau-là. Pour la France. Pour le reste du continent européen, c'est une autre paire de manches. Mais là-dessus, la France avait un atout certain avec le nucléaire, qu'on doit à un héritage de nos grands-parents, hein, de Gaulle. Là-dessus, sur l'énergie, il y a un petit espoir. Sur les technologies, non, il y a pas d'espoir. On sort de 30 ans de corruption totale, où on a vendu l'intégralité de la France aux GAFAM. C'est à peu près la même situation au niveau européen. On a grosso modo les 3/4 du cloud européen sur lequel sont construits aussi bien nos administrations que nos entreprises, qui sont du cloud GAFAM. Et la transition vers quelque chose de souverain, ça sera un effort considérable qui durerait sur des décennies et par définition, une décennie, ça va bien au-delà d'un mandat et donc ça ne se fera pas. Aujourd'hui, on a des grands effets de manche qui consistent à éliminer, le plus rapidement possible, les trucs qui sont les plus scandaleux. Je pense au Health Data Hub et à Palantir dans les renseignements. Avec, pour le Health Data Hub, on y arrivera vraisemblablement parce que c'est pas un challenge, considérable. Pour Palantir dans les renseignements, j'attends de voir parce que le candidat ChatVision que notre bon ministre nous a présenté comme une alternative, j'avoue que je ne connais pas ces solutions. Je connais l'historique de la boîte et une boîte qui a quelques années à peine et qui s'est construite essentiellement par acquisition externe, ça sent pas l'alternative à un truc comme Palantir, hein. Et d'un point de vue sécurité nationale, waouh, j'aimerais pas être à la place des services de lutte antiterroriste à qui on a annoncé qu'il allait falloir se passer de Palantir pour utiliser un autre logiciel. Ça me paraît extrêmement risqué comme manœuvre, mais effectivement, c'était l'un des trous noirs de la souveraineté numérique française, mais il y en a tellement d'autres, tellement d'autres. C'est 30 années de construction technologique à détricoter et à retricoter. Ça n'est pas possible dans le cadre d'un mandat, et donc ça ne se fera pas dans le cadre d'une démocratie. Comment dire, il me paraît évident que tu as raison. C'est pas, de toute façon, c'est pas un combat qu'on peut mener sur un mandat. C'est vraiment un combat en fait d'une génération. C'est un combat de 25, 30 ans. Il faut le rappeler, ce sur quoi Poutine a bâti le redressement russe. C'est ce sur quoi Deng Xiaoping a défini la vision pour devenir, pour en fait, Pour comment devenir une dire, puissance technologique. pour se développer, devenir une puissance tout court en fait, pour devenir la première puissance économique et à terme une sorte d'alternative à l'hégémonie américaine. Mais
quant à moi, l'espoir que les Européens peuvent essayer, ou en tout cas que la France peut essayer désormais de se donner les moyens de bâtir quelque chose comme ça, avec une vision de long terme. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Non, mais ça va s'imposer. Ça va s'imposer. Les choix vont être faits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Europe, la France ne vont plus avoir d'autres possibilités que de trouver rapidement des alternatives, soit propriétaires, soit open source pour fonctionner, parce que quand des restrictions vont arriver de part et d'autre, si demain les États-Unis décident de couper l'accès à un premier service, de faire du numérique une arme diplomatique, ils le font déjà. Hein, Ils le font déjà, ils le font déjà. Ils sont capables de donner des ordres, de faire plier des géants pour la simple et bonne raison qu'ils sont soumis à des règles communes telles que le Patriot Act. Donc, partant de là, il faut se préparer à tous les scénarios. La France n'est pas prête, l'Europe n'est pas prête. Fabrice l'a très bien dit, il faudrait 2 siècles encore pour tout remettre d'écart. Parce que en fait, la technologie avance en même temps que nous, on essaie de récupérer du retard. Donc à un moment donné, ça ne va pas se rencontrer. On est déjà trop à la marge, et la seule solution qu'ils ont, c'est d'éliminer, comme tu le disais, les choses qui sont les plus scandaleuses, les plus flagrantes. On a des bonnes entreprises qu'on n'a pas favorisées, c'est-à-dire que on a toujours considéré que il fallait séparer l'industrie, le logiciel, que tout ne formait, enfin que ce n'était pas un ensemble cohérent. Et aujourd'hui, on en paye le prix parce que les boîtes ont été rachetées, quand d'autres ont fait faillite. Les programmes ne sont pas allés jusqu'au bout. L'obsolescence du parc informatique français en termes de sécurité et de conservation des données est affolant. Je veux dire qu'un État aujourd'hui se réveille en se disant « Ah oui, non mais pardon, c'est vrai, on devrait plutôt stocker ça en interne plutôt que chez les Américains », c'est juste que c'est pas qu'ils le savent pas. Je veux dire, il y a des ingénieurs, il y a des consultants, des conseillers, des gens ultra qualifiés qui le savent. C'est juste qu'à un moment donné, on a fait des choix un peu je m'en foutiste parce que c'était le plus facile. En fait, moi j'ai l'impression, pardon, je t'interromps Christophe, c'est pas qu'on a fait des choix de je m'en foutisme, c'est qu'en fait le projet européen est un projet de vassalisation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, que nous vivons dans un système impérial, nous sommes à la semi-périphérie d'un système impérial et on fait ce qu'on nous dit. En réalité, les élites atlantistes européennes qui prennent toutes ces décisions, c'est des élites qui travaillent main dans la main avec Washington et qui pensent du fond du cœur, pas parce qu'ils nous manipulent, mais qui lisent The Economist, le New York Times et le Financial Times toute la journée, et donc qui pensent qu'en réalité, il n'y a pas de plan B au plan atlantiste américain. Donc en fait, c'est une décision, c'est pas une sorte de ah merde, tu vois ce que je veux dire? Trump nous a permis effectivement de regarder ça en face. Alors qu'il y a encore quelques années, les gens comme nous hurlaient dans le désert et la souveraineté numérique. Alors, moi, ma question. Pardon, vas-y, Christophe. Non, je te prie, Félix, mais c'est juste qu'en fait, on connaissait le risque et on a considéré qu'il était acceptable au regard des enjeux. On s'est dit que de toute manière, personne ne le verrait, personne ne se poserait des questions jusqu'à ce que les gens finissent par creuser. Mais tu le résumes très très bien. On a délégué toute cette partie-là parce qu'on pensait que la France était une puissance industrielle, que c'était quelque chose dont on n'avait pas nécessairement besoin de poser les fondations aujourd'hui. Mais aussi, je pense il y a un autre truc qui est assez vicieux qui s'est produit, qui est plus de l'ordre de la compréhension du monde, c'est qu'en réalité, on a acheté l'idée qu'il y avait une technique, qu'il y avait une technologie neutre, et que donc, voilà, si on croit qu'il y a une technologie, eh bien, on regarde les États-Unis et on dit, putain, merde, en fait, c'est eux qui sont à la tête, on est à la bourre, et donc le projet ne peut être que un projet illusoire de rattraper. Ok ? Mais à partir du moment où il y a un philosophe chinois que je trouve très très intéressant, qui a développé il y a quelques années, j'ai écrit un essai qui en est tiré, un livre qui s'appelle Cosmotechnics, où il argue qu'en réalité, la technologie, avec un grand L et un grand T, ça n'existe pas. En fait, il y a des cosmotechniques. Et d'ailleurs, un exemple de ça, c'est la cosmotechnique chinoise versus la cosmotechnique américaine. La cosmotechnique américaine, Palantir essaye de nous convaincre
elle est inéluctable. C'est la technique. C'est une technologie neutre, etc. Il se trouve que nous, les Américains, on est les meilleurs. Donc, on est les rois du pétrole. Mais en réalité, si n'importe qui avait été à notre place, il serait dépositaire et en train de construire la même technologie. Et ce que je pense, c'est qu'en réalité, il faut qu'on fasse comprendre aux Français, aux Européens, qu'en réalité, la technologie militariste, néolibérale, atlantiste, impérialiste et génocidaire que nous sommes en train de construire sur le terrain de laquelle nous sommes en train de poursuivre les Américains, en fait, ça n'est qu'une possibilité de cosmotechnique, et qu'en réalité, ce qu'il faudrait, je veux juste finir, ce qu'il faudrait, c'est développer notre propre cosmotechnique européenne, française. Mais non, sauf que pour regarde qu'elle des sociétés comme attends, Fabrice, j'ai pas fini. En fait, cette cosmotechnique, aujourd'hui, on essaye de la développer. On voudrait, certains en tout cas parmi nous, voudraient qu'on la développe. Sauf que le problème, c'est que pour qu'une cosmotechnique soit saine, pérenne, féconde, il faut la bâtir à partir d'une cosmologie qui tienne la route. Or, et c'est ma théorie, la cosmologie européenne, aujourd'hui, elle est devenue, en fait, elle est orpheline de sens, d'éthique. En fait, on est victime du mouvement, de phénomène de sécularisation qui a happé toute l'Europe, qui est devenue la seule, enfin, qui mène, à mon sens, directement au nihilisme d'extrême centre que nous voyons, foisonner aujourd'hui dans tous les leaderships européens, nationaux et à Bruxelles, et qu'en réalité, si on veut développer une cosmotechnique, et c'est là où je te rejoins, Fabrice, c'est un projet de très long terme, si on veut développer une cosmotechnique saine et souveraine, digne de ce nom, aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse un sacré putain de taf sur notre culture européenne, plus largement, notre culture philosophique, notre culture métaphysique, notre culture ontologique, épistémologique, etc. Pardon pour les grands mots, mais on ne peut pas y couper. Sinon, on produit des ersatz de cosmotechnique qui, en fait, nous ne font qu'accentuer notre retard à chaque fois, façon Bebop ou Minitel. Alors, la cosmotechnique qu'on a développée, c'est celle qu'on a exportée des technologies de surveillance un peu partout dans toutes les dictatures, notamment au Moyen-Orient, en Afrique. Donc, on est sur ce modèle-là. On est rigoureusement sur le même modèle-là, mais dans des domaines beaucoup plus restreints, typiquement le militaire, les technologies de surveillance et tout ce genre de saloperies, sur lequel j'ai enquêté très longtemps dans ma vie. La seule alternative possible, à mes yeux, mais j'ai une base philosophique très différente, ça serait plutôt de faire une stratégie qui s'apparente à ce que sont en train de faire les Chinois, de l'open source, du logiciel libre pour être exact, et d'essayer d'assembler autour de nous le plus de nations, européennes ou pas, pour participer à quelque chose qui relèverait de l'universalisme, qui est quand même une base sur laquelle on peut s'appuyer en Europe et qui est encore relativement solide. Mais je ne vois pas quelle autre alternative on aurait les moyens de faire. En fait, je trouve que c'est très convaincant le début de ce que tu avances là, c'est-à-dire bâti à base d'open source. Tout ça, j'achète. Même, je dirais même, on pourrait développer une sorte de truc de partenariat avec les BRICS, avec l'Europe et les BRICS basé là-dessus. Ça serait autrement plus convaincant que le projet de vassalisation éternelle de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, là où je pense que tu te fourvoies, à mon sens, encore une fois, c'est que je pense que l'universalisme européen aujourd'hui est devenu tellement idiosyncratique qu'en fait, il ne convainc plus personne en dehors d'Europe. C'est mon côté gauche boomer. Hein. Christophe ? Non, mais je suis d'accord avec Fabrice sur ce point-là, mais en fait,
ça va beaucoup plus loin que ça. On peut faire tout ça. La preuve, on est capable de développer une application de contrôle de l'âge open source au niveau européen. Donc c'est qu'on a l'envie et l'ambition de proposer des solutions communes, mais il faut des data centers, il faut l'énergie, il faut les budgets. Je veux dire, quand on regarde le budget 2025 injecté dans l'IA aux États-Unis, et quand on regarde ce qui a été proposé sur les différents plans, dont le dernier proposé par Ursula von der Leyen, enfin c'est ridicule, ça ne fait que boucher à peine les trous. Si on mettait le budget militaire dans le développement technologique, là on ferait un bond, en 5 ans on ferait un bond de 20 ans pour rattraper ce retard. Tout ça c'est une question d'argent et de délire technocratique, c'est-à-dire que, et de bureaucratie aussi, la capacité d'aller de l'avant et de mettre en place rapidement des solutions. Tout avance extrêmement vite. Donc il faut aussi que le législateur s'adapte, que les fonds soient disponibles. Mais c'est marrant, c'est une question de philosophie. Quand on regarde par exemple la gendarmerie qui a été capable, il y a déjà 20 ans, de développer et d'adapter un logiciel open source pour ses propres rédactions de procédures, et de voir que avec un même ministère de tutelle, dans le même pays, on est capable d'avoir la police nationale qui gage 250 millions d'euros pour la construction d'un logiciel qui ne fonctionne pas, on voit bien qu'on n'est pas du tout aligné au niveau de l'État et au niveau des politiques. Donc, à partir de là, si en France déjà on n'arrive pas à faire ça, imaginez au niveau européen pour se mettre d'accord. Et en fait, il y a trop de dissensions, il y a trop de visions complètement différentes. Et d'un côté, on a les Suisses qui avancent très vite, on a les Norvégiens et les Suédois qui avancent aussi très vite sur tous ces sujets, et la vieille garde, le centre de l'Europe, on est complètement à la ramasse. Et ça va pas changer parce que on va passer plus de temps à colmater les trous découverts par l'IA dans notre cybersécurité, dans nos infrastructures, que de réussir à les développer. Donc, à partir de là, le retard pour moi, il est tellement considérable qu'on ne pourrait simplement que soit mener une alliance globale qui permettrait, en tout cas, de se renforcer, peut-être même élargir à d'autres pays qui pourraient avoir les mêmes convictions, mais en tout cas on va pas. Je suis défaitiste, je suis désolé, hein, c'est moche hein, pour la France, pour l'Europe, hein, mais ces accumulations que vous avez décrites hein, de retard qui sont aujourd'hui le prix à payer. Voilà. Oui, d'un point de vue retard, on est vraiment dans une situation où on fait une course en bagnole contre une Lamborghini qui a 3 km d'avance avec une Dacia sur laquelle on s'ébahit parce qu'on vient de mettre un turbo dans le moteur. On ne peut pas jouer à ce jeu. Il faut changer les règles du jeu. Le logiciel libre, l'open source, ça permet de changer les règles du jeu. Les Chinois ont montré à quel point ça marchait. C'est la seule issue, à mon sens, pour avoir une chance de s'en sortir. Il faut avoir le courage de se mettre autour de la table et de prendre aujourd'hui les décisions autour, par exemple, de l'usage. Pourquoi des petits développeurs, des petites structures ont réussi à faire des logiciels qui sont utilisés par tous aujourd'hui? Pourquoi c'est pas eux qu'on filerait un peu de pognon à des équipes et mutualiser les moyens pour réussir à faire ça? On irait plus vite. Je note que notamment le diagnostic que vous pointez tous les deux, c'est notamment il requiert en fait indirectement une réflexion sur l'utilité du développement militaire versus technologique, et donc de notre philosophie concernant le conflit en Ukraine. Et accessoirement, de la remise en question de la notion de propriété. Ce qui n'est pas une mince affaire dans un pays qui est quand même malgré tout capitaliste, même s'il n'est pas vraiment libéral. Même dans un continent. Oui. Dans un continent. Écoutez, messieurs, je vais finir. J'avais un truc que je voulais vous montrer. Je vous en ai parlé en préambule, mais on va garder ça pour une prochaine. Puisqu'on est là presque à 2 heures. Mais je voulais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a un point fondamental sur lequel vous êtes tous les deux en désaccord? Le rôle de l'État, le choix géopolitique, peut-être semble-t-il, le choix géopolitique qu'on vient d'évoquer, c'est pas le cas, la propriété des infrastructures ou la possibilité même de construire une technologie démocratique digne de ce nom. Est-ce que vous voyez l'un l'autre un truc où ça clash, ou globalement vous vous retrouvez sur
toutes ces questions? Non, allez, je vais ouvrir l'hostilité si tu veux, mais je Vas-y. suis, je comprends. Enfin, je connais Fabrice depuis peu de temps, mais en tout cas, je comprends son parcours et je suis ses prises de position, ses prises de parole. Je m'en nourris aussi de son travail et de ce qu'il fait. En revanche, je suis plus absolutiste sur les méthodes et sur ce qu'il faut faire. Je pense que le consensuel, enfin je dis pas que tu es 100% consensuel, Fabrice, mais je pense qu'il faut réussir à aller plus fort. Tu vois, par exemple, je repensais à ça, je me suis fait la réflexion concernant ton article sur une proposition d'alternative à la vérification de l'âge, où tu expliquais, et j'avais relayé cette idée aussi en repostant ton article, parce que je voulais avoir la réflexion des autres sur ce sujet, qui proposait d'implémenter grosso modo, d'implanter la vérification d'âge directement au sein de l'appareil, et que pour pouvoir l'utiliser en dehors du mode enfant, il fallait justement vérifier son âge de manière totalement comment dire, respectueux de la vie privée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout d'accord avec ça parce que on offrait des portes de sortie et des alternatives à quelque chose dont on aurait pu changer la trajectoire bien avant. Ah oui, 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 ça, tu as tout à fait raison. Moi, je suis vraiment parti du principe que c'était inéluctable, hein, et que donc, Oui, dans la mesure où c'est on ne inéluctable. pouvait pas aller en arrière, autant aller en avant dans la bonne direction plutôt que de prendre d'entrée de jeu la direction de la falaise. Mais oui, Fabrice, oui, sur pardon. le fond, oui. Ouais, C'est une mais connerie d'interdire. en fait, Vas-y, pardon, Christophe. non, non, désolé, ça lag un petit peu avec ma connexion, donc ça a coupé. Mais ce que je veux dire, c'est que je pars du principe qu'à partir du moment où on leur prémâche le travail à trouver des alternatives, des choses. Alors, c'est aussi le rôle des personnes qui s'expriment sur le sujet, de proposer autre chose que simplement dire non, on ne veut pas. Mais c'est en même temps les déresponsabiliser de ce qu'ils n'ont pas fait pendant des années, que ça soit ne serait-ce qu'appliquer Hmm. le DSA de manière assez claire et ferme, d'avoir un rôle protecteur vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des algorithmes, de l'éducation au numérique, de l'éducation numérique aussi pour les parents, des modèles comment dire, des outils de contrôle et aussi les moyens pour la justice, pour les enquêteurs, puisque c'est aussi ça, toute cette panoplie entre la vérification de l'âge et le chat control, c'est protéger les enfants. Et en réalité, je trouve qu'on déplace un peu toujours la responsabilité vers l'utilisateur. C'est à nous de supporter le poids de ce qui n'a pas été fait dans les règles et dans l'urgence. Et donc, oui, d'une certaine manière, même si c'est possiblement une bonne idée, une bonne alternative à partir du moment où on peut aller vérifier et dont on est sûr du process, mais en réalité, on devrait continuer vraiment à s'opposer et ne pas leur laisser une brèche de pouvoir nous pondre encore autre chose, parce qu'ils s'en Hmm. saisissent en fait, systématiquement. Écoute, ça nous fera une occasion ça te fera une occasion de m'inviter dans ton podcast pour continuer cette conversation. Avec grand Écoutez, plaisir. mais eh ben, moi, je vous propose qu'on fasse non seulement vous faites votre truc ensemble par ailleurs pour poursuivre cette conversation parce que je pense que enfin bref, je vous laisse le soin de la poursuivre. Il me semble que cette conversation sera particulièrement, en tout cas, a le potentiel d'être particulièrement féconde. Euh, Quant à moi, je voudrais vous inviter à ce qu'on se réunisse à nouveau tous les trois prochainement pour parler spécifiquement de la bulle IA Hmm. et de notamment un trublion sur le sujet qui est un type très en verve qui s'appelle Ed Zitron. Ed est depuis des années un mec qui a des grosses réserves sur la manière dont on est en train de développer ces boîtes qui aujourd'hui connaissent une valo potentielle toutes les deux de 1 trilliard, que ce soit OpenAI ou Anthropic, mais c'est assez récent, a désormais, donc il fait ça, cette critique, il l'élabore depuis très longtemps dans les médias indépendants, mais depuis un mois ou deux, il est en train d'exploser dans les médias mainstream aux États-Unis, ce qui change considérablement la portée de ce qu'il est en train de dire. Bon, ça n'a échappé à personne qui a une vraie question depuis quelques semaines, quelques mois sur la bulle IA. Bon, les gens disent, comment dire, ça peut vouloir dire des choses très très différentes, mais je trouve que ça serait
ça serait chouette de s'asseoir ensemble et de regarder quelques vidéos d'aide. Donc, je suis en train de préparer ces contenus pour qu'ils soient, qu'on les garde en anglais pour que ça reste un peu naturel, mais avec des sous-titres bien foutus, qu'on en regarde 3, 4, 5 ensemble et qu'on en discute, parce que je trouve que ce type gagnerait vraiment à être écouté plus en France. Et je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de, enfin, il y a peu de gens qui seraient aussi équipés et intéressantes sur le sujet que vous deux. Bah, faisons ça. Bah, écoute, avec grand plaisir. Top. Eh ben, je suis ravi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir consenti à ce qu'on se retrouve tous les trois, et puis surtout d'avoir consenti à rester deux plombes avec, avec votre serviteur. Je vous souhaite une excellente, excellente journée, et à tout le monde, à très bientôt. À bientôt. À bientôt.